collègues, notre ordre du jour de la matinée prévoit la communication de nos collègues Anne Bruniera et Georges Paul-Angevin, rapporteurs de la mission Flash sur la déscolarisation. Le souhait de voir créer une mission Flash sur ce sujet relativement mal connu avait émergé en mars dernier, lors de l'examen de la proposition de loi sur les établissements d'enseignement scolaire hors contrat. Vous avez, mesdames, été désignés rapporteurs le 23 mai dernier. Vous avez travaillé rapidement, de façon approfondie, pour présenter ce matin votre constat sur la nature et la mesure du phénomène, ainsi que vos préconisations d'amélioration et d'évolution. Et je vous remercie au nom de la Commission de votre engagement sur ce sujet délicat. Et je vous donne tout de suite la parole pour votre communication. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc faire une présentation à deux voix. Moi, je vais commencer sur la partie constat et ma collègue va continuer sur la fin du constat et les préconisations. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, effectivement, nous avons été désignés le 23 mai dernier pour cette mission Flash sur la déscolarisation. Et c'est vrai que c'est une durée assez rapide pour un sujet qui est un peu mal connu. Donc, on ne va pas vous donner tous les éléments, on va donner ce qu'on a pu trouver, c'est-à-dire pas suffisamment. Donc, nous avions commencé à travailler ce sujet parce qu'on s'était aperçu au moment de la proposition de loi sur le régime des établissements privés hors contrat que l'instruction à domicile était dans certains cas utilisée comme prétexte pour scolariser des enfants en réalité dans des écoles de fête. Alors, par le mot déscolarisation, nous n'entendons pas le décrochage scolaire, ni l'instruction à domicile en tant que telle, car les parents ont tout à fait le droit d'instruire leur enfant à domicile. Il ne s'agit pas non plus de contester le type d'instruction que reçoivent les enfants, qui, dans la majorité des cas, est de qualité. Mais le fait que nombre d'enfants qui échappent au recensement, comme à tout contrôle, relève potentiellement de l'instruction à domicile, nous a conduit à nous pencher sur les dispositifs de contrôle de ce mode particulier d'instruction. Nous avons donc identifié trois types de situations. Les enfants censés être instruits à domicile, mais qui ne reçoivent pas ou peu d'instruction, les enfants retirés de l'école par leurs parents et non déclarés comme tels, et les enfants hors radar, qui n'ont jamais été scolarisés, dont il est très vraisemblable qu'ils ne reçoivent pas d'instruction. Ces situations, dites numériquement marginales, mais de fait incertaines et potentiellement préoccupantes, ont retenu notre attention. Les deux derniers cas de figure nous inquiètent surtout, car il s'agit d'enfants qui ne font l'objet d'aucun contrôle et qui sont donc susceptibles d'être en situation de danger. C'est d'ailleurs ce qui nous a beaucoup frappé sur ce dossier, c'est que la plupart des autorités, comme c'est numériquement peu important, ne s'en préoccupent pas. Et nous avons passé nos auditions à interviewer celui-ci, celui-là, qui à chaque fois nous ont dit « c'est pas moi, c'est l'autre ». Alors si vous voyez la CAF vous dit ben, « c'est l'éducation nationale vous dit « c'est la commune », ainsi de suite. Ce qui fait qu'en définitive, personne ne sait où sont ces enfants, qu'est-ce qu'ils font, comment les répertorier, et personne ne contrôle réellement ce qui se passe dans cette affaire. Donc nous avons quand même surtout ouvert une grande incertitude sur ce qui se passe là-dedans, et nous sommes un peu surpris d'ailleurs de voir qu'il y a une telle méconnaissance de ce phénomène. Parce que nous avons d'abord cherché à le quantifier, et la DGESCO nous a indiqué, ce qui semble à peu près exact, que ça ne concerne qu'un nombre minime d'enfants, environ 24 878 sur 8,2 millions d'enfants soumis à l'obligation scolaire, soit 0,3%. Et c'est-à-dire qu'on compte les enfants instruits en dehors d'un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. Si on exclut les enfants instruits à domicile par le CNED, eh bien, on a 0,12% des enfants qui seraient concernés. C'est un chiffre qui est faible, mais qui est quand même en augmentation de 32,3% par rapport à l'année 2010-2011. Et surtout dans certaines académies, comme Poitiers, Strasbourg, mais nous sommes encore bien loin des chiffres aux États-Unis, où le phénomène s'est développé encore plus, beaucoup plus, mais pour des raisons qui sont liées à des courants idéologiques très forts dans ce pays.
Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons plus d'enfants dans ce type de situation parce qu'il y a plus d'intérêt et que par conséquent, on compte, si on compte évidemment, on trouve plus d'enfants qu'ailleurs. Mais quand même, nous sommes sur des chiffres qui sont marqués d'une incertitude totale. Par exemple, je crois que c'est l'INSEE qui nous dit ce sont des chiffres de l'ADEPE. L'ADEPE nous dit ce sont des chiffres de l'INSEE. Donc, véritablement, on est quand même dans un flou total. Donc, motivation avancée par les familles, très variée. Donc, il y a la défiance à l'égard de l'institution. Ça s'est mal passé avec des enseignants, donc on retire l'enfant. Respect du rythme de l'enfant. Mode et choix de vie des familles. Alors, on peut penser aux familles qui partent sur bateau, enfin, qui font ce type d'aventure. Il y a des raisons idéologiques, philosophiques et religieuses. Des choix pédagogiques. Certains parents pensent qu'ils font mieux l'école à leurs enfants que les enseignants. Et surtout, les situations de santé de l'enfant, maladies chroniques, handicap ou autres. Donc, on a des déscolarisations subies et des déscolarisations choisies. Donc, il est en tout cas difficile de connaître précisément les motivations puisque l'instruction à domicile est de droit et qu'on n'a pas, les parents peuvent dire autre chose que la véritable raison. Les profils sociaux des familles sont aussi tout à fait variés. Alors, il faut préciser sur le cadre réglementaire qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, il n'y a pas obligation de scolariser les enfants. Il y a obligation d'instruire les enfants. Par conséquent, le fait de les instruire à domicile est tout à fait possible. Simplement, si les parents préfèrent instruire eux-mêmes leurs enfants, ils doivent le déclarer au maire et au directeur académique dans les 8 jours. Et chaque année, quand ils recommencent, ils doivent refaire la même déclaration. Sinon, c'est une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une amende, donc d'environ 1 500 €. Et si on est au courant de cela, il faut le signaler au procureur de la République. Alors, comment ça se passe? Le maire, lorsque les parents font la déclaration qu'ils vont instruire les enfants à domicile, le maire déjà doit faire un recensement des enfants de la commune qui sont soumis à l'obligation scolaire. Donc, quand il sait que l'enfant est instruit à domicile, le maire doit faire une enquête au domicile de la famille. Et il faut préciser que ça n'est pas au maire en tant que responsable de la gestion des écoles primaires, c'est le maire en tant qu'agent de l'État. Par conséquent, le maire devrait faire ce recensement, y compris après l'âge du secondaire, donc pour les enfants jusqu'à 16 ans. Donc, normalement, il doit faire cette enquête sur les enfants instruits dans la famille. Et il s'agit pour le maire surtout de voir les conditions matérielles dans lesquelles l'enfant vit. C'est-à-dire que l'état de santé de l'enfant, les conditions de vie, si la famille vit dans un bouge et que l'enfant est dans un débarras pour pouvoir étudier, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, mais lui, il ne vérifie pas, il ne fait pas un contrôle pédagogique. En revanche, le contrôle pédagogique, c'est l'Éducation nationale qui doit le faire. Et il y a eu un guide interministériel qui prévoit cela. Et si les parents n'acceptent pas le contrôle, à ce moment-là, ils peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle une information, signalement d'information préoccupante. Donc, à partir de là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on peut lancer une enquête sur la santé et la sécurité ou la moralité du mineur. Donc, les services de l'inspection académique doivent normalement, chaque année, vérifier que l'enseignement est conforme aux droits de l'enfant. Voir surtout le problème que pose ce contrôle, que nous avons aussi compris, c'est que, évidemment, l'éducation nationale a tendance à vérifier en fonction des programmes de l'éducation nationale, du rythme que l'éducation nationale prévoit de progression de l'enfant. Or, les parents vous disent, mais nous, on est justement sortis de l'école pour ne pas avoir à suivre les rythmes de l'éducation nationale. Si on veut lui apprendre à lire à 10 ans, c'est parce que c'est notre choix, on pense qu'il vaut mieux qu'il apprenne à faire autre chose. Donc, c'est vrai que ce contrôle ne se passe pas toujours très bien. Il devrait être spécifique à l'enfant. Et la seule chose qui est claire dans les textes, c'est que l'enfant doit, à 16 ans, connaître tous les éléments, les exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on doit vérifier? C'est quand même un peu flou. Or, si l'enfant fait toute sa scolarité chez ses parents, à la limite, ça n'a qu'une importance relative, mais un enfant peut vouloir changer et revenir à l'école. Et à ce moment-là, comment on apprécie ses acquis? C'est quelque chose qui, là encore, n'est pas très clair. Alors, il y a aussi le lieu où se déroule le contrôle. Le contrôle, normalement, peut se faire au domicile des parents. Certains parents considèrent que c'est une atteinte à leur vie privée.
Donc tout ça peut se passer bien, mais peut aussi se passer dans des conditions assez conflictuelles. Certains inspecteurs, du coup, préfèrent que ça soit au rectorat ou au collège. Donc tout ça, c'est aussi un point qui devrait être précisé, parce que pour l'instant, ce n'est pas très clair. On doit aussi notifier le bilan du contrôle aux parents. Et si les résultats de l'enfant sont insuffisants, normalement, il y a un deuxième contrôle. Et si le deuxième contrôle est également insuffisant, eh bien, à ce moment-là, on peut mettre les parents en demeure de scolariser leurs enfants dans un établissement public ou privé. Alors, dans les difficultés que nous avons relevées, sur le recensement, là, on s'est rendu compte que c'était quand même le flou total. Donc, on part de l'idée que dans les petites communes, le maire connaît tout le monde, donc peut savoir à peu près qui sont les enfants scolarisés. Mais dans les grandes communes, il n'en est pas de même. Et par ailleurs, vous avez une grande mobilité des Français. Ils peuvent être une fois dans une académie, une fois dans une autre. Et on s'aperçoit que, alors que les enfants qui sont scolarisés sont bien identifiés. Ils font l'objet de répertoire national aujourd'hui. Donc, on peut même comparer s'ils ont changé d'académie. Les enfants instruits dans des établissements hors contrat, ou les enfants donc instruits à domicile, ne font l'objet d'aucun suivi. Il y a déjà une raison très simple, c'est que personne ne les répertorie. Ce fameux numéro national d'identification qui est donné à tout élève, pour nous, ça devrait être à tout enfant. Eh bien, à partir du moment où l'enfant n'est pas scolarisé dans un établissement public ou sous contrat, il n'y a pas de numéro. Donc, comme il n'y a pas de numéro, il ne peut pas y avoir de suivi. Donc, je pense que ça, c'est le premier point sur lequel, sans doute, il faudra que ça change. Nous avons repéré aussi qu'il y a un problème, une sorte de sac de nœuds pour les histoires d'élèves radiés, puisque normalement, quand un élève est radié qui va ailleurs, eh bien, il y a un certificat de radiation, et ensuite, il est inscrit dans une nouvelle école, certificat d'inscription. Sauf que l'un dépend de l'autre. Donc, on ne vous radie pas si vous n'avez pas une inscription ailleurs, et on ne vous inscrit pas si vous n'avez pas la radiation. Donc, tout ça passe à l'as, et beaucoup de gens, finalement, se dispensent. Si l'enfant, en tout cas, est sorti des radars et n'est plus scolarisé, avec ces difficultés administratives, on ne s'en rendra pas compte. Donc, je l'ai dit, le maire, lui, connaît les gens qui se sont déclarés chez lui. Si la personne est arrivée dans la commune ou dans la ville et ne s'est déclarée nulle part, mais personne ne le sait. Nous avons demandé à la CAF, en se disant la CAF, elle fait les allocations familiales, donc normalement c'est soumis à une obligation scolaire. Et on s'est rendu compte que la CAF aussi, elle ne vérifie pas l'obligation scolaire. Elle se contente de présumer que c'est fait. Donc si vous voulez, on ne veut pas se transformer, nous, on veut pas embêter les familles, bon, et demander qu'on leur suspende les prestations familiales si elles ne sont pas, l'enfant n'est pas scolarisé, mais c'est quand même un instrument de contrôle. Et on est quand même surpris de constater que personne ne vérifie qu'il y a effectivement cette obligation. Donc, véritablement, aujourd'hui, nous nous disons qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose entre la CAF et les mairies, parce que certains maires ont essayé, mais on s'est rendu compte là, pareil, que c'était un peu extrêmement flou. Donc voilà, pour l'essentiel, ce que nous pouvons signaler. Et nous pouvons aussi rappeler que nous sommes dans un pays qui se méfie des fichiers, se méfie des croisements de fichiers, sans doute à juste titre. Mais un maire, on lui demande de faire le recensement des enfants qui sont en âge d'aller à l'école, d'être scolarisés ou d'être instruits, mais il n'a même pas la liste des gens qui résident dans la commune, puisque en France, ça n'existe pas, ce registre. Donc tout ça est, sans doute pour de bonnes raisons, un peu flou, mais c'est quand même inquiétant, parce que justement, ça peut concerner des enfants qui sont en danger et que personne n'aura repéré. Voilà, pour la suite. Je prends le relais. Donc effectivement, après les constats réalisés sur le recensement... Chers collègues, s'il vous plaît. Après les constats effectués sur le recensement des enfants en âge scolaire, nous avons bien sûr travaillé sur les deux contrôles de l'instruction à domicile. Le premier est de la compétence des maires, c'est l'enquête municipale. Deuxième, le contrôle de l'instruction par l'éducation nationale. Comme l'a très bien dit ma collègue, il y a un certain nombre de modalités de contrôle qui sont encore soit floues, soit différentes suivant les académies, et il conviendrait de les arranger.
harmonisé, mais j'en viendrai au moment des préconisations. En ce qui concerne les contrôles réalisés par l'inspection académique, si le ministère a décidé d'augmenter la fréquence des contrôles, nous savons qu'aujourd'hui, tous ne sont pas réalisés. Et c'est bien sûr un constat que nous avons relevé au premier chef. Ensuite, le lieu du contrôle, Georges Paul-Langevin en a parlé, différent suivant les académies, ça aussi c'est à préciser. Et enfin, le contrôle en fonction des rythmes d'apprentissage de l'éducation nationale. Là aussi, nous avons eu des témoignages différents. Un sujet important, c'est les partenariats entre les mairies et l'éducation nationale dans le cadre de ces contrôles. Nous avons auditionné des associations d'élus, nous avons bien sûr auditionné les services du ministère de l'Éducation nationale et il nous a été rapporté des difficultés à se communiquer les rapports des uns des autres. Or, il est important pour les maires de savoir les suites données à leurs enquêtes et pour les inspecteurs de l'Éducation nationale de bien avoir les résultats des enquêtes de mairie. Les familles nous ont aussi demandé à avoir systématiquement les comptes rendus de ces enquêtes, ce qui ne semble pas être le cas toujours. Un point important, c'est que toute famille peut déclarer son enfant instruit à domicile à n'importe quel moment de l'année scolaire. Et cela, bien sûr, handicape les contrôles qui doivent avoir lieu par la suite. C'est un point que nous avons relevé. Enfin, en ce qui concerne les deuxièmes contrôles ou les décisions de rescolarisation, donc ça c'est l'étape ultime du contrôle de l'instruction à domicile, nous avons relevé des cas somme toute peu fréquents, mais aussi le fait que ces contrôles ont permis de relever l'existence d'écoles de fait. C'est un sujet, vous le savez, dont 5 ont fait l'objet d'une saisine du procureur de la République. Enfin, le sujet des enfants rescolarisés, Georges Paul-Langevin en a parlé tout à l'heure. Si un certain nombre d'enfants sont instruits à domicile, certains au cours de leur parcours sont rescolarisés, notamment, et c'est les témoignages des parents au moment du passage au collège ou au cours de la scolarisation au collège, du fait effectivement des matières un peu différentes et qui sont peut-être plus compliquées pour les parents à instruire à leurs enfants. Et donc, nous avons travaillé ce sujet de la rescolarisation, donc au cours du parcours de l'enfant et du besoin d'accompagner cette rescolarisation. Au cours de nos auditions, nous avons bien sûr abordé la situation d'enfants qui ont des parcours qu'on dirait chaotiques ou des parcours de scolarisation alternative école-domicile pour différentes raisons. Nous avons bien sûr auditionné des associations qui concernent les enfants en situation de handicap. Bien sûr, la loi de 2005 a considérablement amélioré les conditions d'instruction des enfants porteurs de handicap. Néanmoins, nous le savons, il demeure des situations où des enfants sont à domicile en attente d'une place dans un établissement qui leur correspond mieux, dans un IME ou dans une classe Ulysse. Nous avons aussi abordé le sujet des enfants du voyage qui, du fait, bien sûr, de l'itinérance des familles, sont scolarisés à différents endroits. Et si nous avons constaté que de nombreuses mairies préservent des places dans certaines écoles connaissant les trajets des enfants du nomade ou des enfants forains, nous ne savons pas, par manque de suivi, si ces enfants, sur une année scolaire complète, ont bien été scolarisés en différents points de leur parcours. Et nous avons aussi relevé une difficulté plus particulière sur les collégiens. Nous avons aussi abordé le sujet des enfants des familles migrantes sans domicile, des enfants qui vivent souvent dans des situations de clandestinité, dans des squats ou dans des campements. Nous n'avons pas de chiffres très précis par ceux donnés par les associations. Il est à relever que l'obligation de recensement par les mairies ne s'applique pas à ces enfants, puisque en fait, l'obligation des maires, c'est par rapport aux enfants domiciliés. Et par définition, ces enfants n'ont pas de domicile fixe. Nous avons relevé que les maires font de gros efforts pour scolariser les enfants, mais que la précarité de leur existence conduit bien sûr à des difficultés, bien sûr, de rester et de demeurer à l'école. Nous avons parlé des familles itinérantes, on en a parlé aussi un peu. C'est un peu la même chose, bien sûr, que les enfants de forains ou des enfants du voyage, c'est-à-dire l'itinérance des familles, le manque de suivi, en fait, des enfants pour s'assurer que leur instruction scolaire sur une année est bien complète.
Sans chercher à stigmatiser d'aucune manière le choix de l'instruction en famille, qui constitue un droit, nous voudrions également mentionner certains faits qui ont été portés à notre connaissance concernant la situation de risque dans laquelle se trouvent certains enfants déscolarisés face d'une part aux dérives sectaires et d'autre part à la radicalisation. L'instruction en famille ne constitue jamais à elle seule un facteur entraînant une suspicion de dérive de ce type, mais la déscolarisation fait partie en fait d'un faisceau d'indices qui peut donner l'alerte. Et il est avéré que certains enfants déscolarisés sont en danger. Nous avons auditionné la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui nous a fait part des demandes qui lui sont adressées chaque année, 2500 demandes chaque année, dont un quart évoque des risques de dérive touchant des mineurs, pour des cas pour lesquels la dimension éducative est presque toujours mentionnée. Les enfants concernés présentent un risque d'enfermement, effectif ou symbolique, se voient dispenser un enseignement qui peut être falsifié, qui vise à les embrigader, ou peuvent être découragés de poursuivre leurs études. Les dérives sectaires relevées concernent des pédagogies alternatives, des religions promouvant un refus du monde extérieur, des techniques de développement personnel, jusqu'aux idéologies New Age. Concernant la radicalisation, la situation des enfants au regard de l'obligation d'instruction a paru être un critère suffisamment important puisque, vous le savez, le plan national de prévention de la radicalisation publié en février dernier comprend 2 mesures la concernant. La première, elle prévoit la mise en place d'une commission au niveau départemental, une cellule de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles pour contrôler les contrôles notamment des établissements hors contrat, mais aussi de situations d'instruction à domicile en cas de suspicion. Et la seconde propose d'améliorer la fluidité de la transmission des contrôles entre le maire et l'inspection académique, et c'est un sujet général dont je vous ai déjà parlé. Voilà les constats faits au cours de cette trentaine d'auditions menées à un rythme assez soutenu. J'en viens maintenant à nos propositions, avant bien sûr d'entendre vos questions. La première de nos préoccupations, je pense que vous l'avez compris, est d'améliorer le recensement et le suivi des enfants qui ne sont pas scolarisés. Pour cela, nous préconisons donc l'attribution d'un numéro d'identification, donc un INE, à tous les enfants, quelle que soit leur situation d'instruction, à l'école publique, privée, sous contrat, privée hors contrat ou à domicile. C'est d'ailleurs une demande aussi de certaines associations d'instruction à domicile, parce que vous le savez, l'INE est désormais nécessaire pour s'inscrire sous Parcoursup, et ces enfants ont vocation à faire des études supérieures. Au-delà de l'identifiant, nous insistons aussi sur le fait qu'il faut mieux contrôler les changements de situation des enfants. Donc, c'est le sujet des certificats de radiation, des certificats d'inscription. Vérifier que les bases nationales ne contiennent pas des enfants en doublon, et de la même façon que tous les enfants y sont. Donc ça, c'est un travail à mener, bien sûr, avec par le ministère de l'Éducation nationale. Nous préconisons également la mise en place d'un suivi de cohortes pour mieux connaître ce phénomène. Nous sommes en manque, je pense que vous l'avez compris, et de chiffres, de chiffres de situation, mais de chiffres d'évolution, et de mieux connaître les parcours de ces enfants. Nous préconisons aussi le développement d'un outil académique harmonisé, puisqu'aujourd'hui, chaque académie gère les enfants instruits à domicile et peut le gérer de façon différente entre les différentes académies. Enfin, nous voulons encourager la création dans chaque département d'une commission ad hoc chargée d'organiser le partage des données et le suivi des enfants non scolarisés. Enfin, dernier point sur ce sujet, recensement et suivi des enfants, un meilleur suivi des suites de contrôle, et notamment des signalements et des injonctions de scolarisation. Concernant la déclaration d'instruction à domicile en mairie, nous préconisons qu'elle soit faite avant une date limite dans l'année scolaire, proposons la fin du premier trimestre, pour que par la suite, les contrôles puissent avoir lieu, et l'enquête de mairie et le contrôle de l'instruction avant la fin de l'année scolaire en cours. Ensuite, nous proposons des pistes pour améliorer les enquêtes de mairie. Tout d'abord, rappeler aux maires leurs obligations en la matière. Ma collègue l'a dit, un guide interministériel a été édité. Nous avons quand même
entendu que certains ne le connaissaient pas. Et ce guide doit être précisé avec un certain nombre de détails à proposer aux maires, puisque nous avons quand même constaté une hétérogénéité des enquêtes réalisées, et notamment bien sûr sur les points qui peuvent provoquer le plus de difficultés avec les familles, la prise de rendez-vous, le délai de prise de rendez-vous, le report de rendez-vous, qui sont des sujets importants dans le cadre de ces enquêtes de mairie. Nous préconisons que dans ces enquêtes, donc, qui, comme Georges Paul-Langevin l'a dit, s'intéressent aux conditions de vie de l'enfant, soit aussi abordée la question de la santé de l'enfant, de son alimentation. Les familles doivent être mieux informées de l'enquête de mairie, de la façon dont elle va se passer, et elles doivent être systématiquement destinataires des comptes rendus de l'enquête. Enfin, ces enquêtes de mairie doivent bien sûr être transmises aux inspecteurs de l'éducation nationale qui vont conduire les contrôles de l'instruction. Enfin, nous relevons que les maires souhaitent en retour être informés des suites données à leurs enquêtes. En ce qui concerne la santé de l'enfant, comme vous le savez, la santé scolaire est un sujet important. Et pour ces enfants qui sont instruits à domicile, nous avons abordé ce sujet avec les familles qui font de l'instruction à domicile. Et donc, nous préconisons une attestation de suivi médical qui serait versée au dossier de l'enfant, un peu sur le modèle des attestations pour la pratique d'un sport. Concernant les contrôles réalisés par l'inspection de l'éducation nationale, donc les contrôles de l'instruction de l'instruction proprement dite, les contrôles pédagogiques, là aussi nous préconisons un cadre structuré, harmonisé nationalement. Les parents doivent être informés des connaissances de compétences exigibles au terme de chaque cycle du socle commun. Mieux informés, nous préconisons un peu plus de communication envers les familles qui font l'instruction à domicile, notamment par le biais de plaquettes ou de livrets. Les services académiques, certains choisissent de regrouper ces contrôles. C'est un sujet que nous avons aussi abordé avec un certain nombre d'interlocuteurs. Nous préconisons que, si besoin, dans ce cas, ça se fasse dans un établissement scolaire, ou alors, l'idée nous a été donnée par les associations et nous la trouvons intéressante, dans un tiers-lieu qui pourrait être une bibliothèque municipale. On n'a pas cité en tant que tel le sujet de la phobie scolaire, mais bien sûr, pour des enfants qui ont une phobie scolaire, leur faire passer un contrôle dans une école semble bien sûr impossible. La bibliothèque nous semble un tiers-lieu intéressant pour ce faire. Nous préconisons également que des évaluations scolaires soient réalisées pour les enfants instruits à domicile, identiques à celles passées par les enfants qui sont à l'école, et les résultats en seraient bien sûr fournis aux familles. Ces évaluations permettraient aux parents qui font l'instruction à domicile d'axer en fait leur pédagogie personnelle adaptée à leur enfant sur la base de ces évaluations, de construire en fait leur projet pédagogique sur la base de ces évaluations, projet pédagogique qui, vous le savez, est présenté à l'inspecteur quand il vient contrôler l'instruction de l'enfant. Nous préconisons ensuite un protocole d'accompagnement des enfants pour la rescolarisation. Nous avons eu des témoignages quand même des difficultés des enfants à être scolarisés après un temps d'instruction à domicile. Et pour cela, donc, nous préconisons donc un protocole, voire un SAS, ou encore une aide qui pourrait par exemple être proposée par le CNED. Dans le même esprit, nous préconisons un appui et des ressources aux parents qui font l'instruction à domicile pour les aider dans leur mission, en quelque sorte. Pour la socialisation, par exemple, nous préconisons des activités de loisirs qui seraient mises en œuvre par des associations d'éducation populaire ou d'autres types d'institutions pour les enfants instruits à domicile. Ça existe aujourd'hui dans certaines villes. Ça nous semble très intéressant pour la socialisation des enfants instruits à domicile. Et pour l'apprentissage de certaines matières, pourquoi pas une participation à certains cours, les cours qui demandent du matériel ou des lieux dédiés. Nous pensons au sport ou aux matières scientifiques, mais les langues sont aussi un sujet pour les collégiens qui, bien sûr, découvrent ces nouvelles matières et surtout pour leurs parents qui doivent les accompagner dans cette instruction.
Enfin, nous voulons insister sur le chantier ouvert par le ministre de l'Éducation nationale sur les nouvelles méthodes pédagogiques. Ma collègue vous l'a dit, un certain nombre de parents qui choisissent l'instruction à domicile le font pour des raisons pédagogiques, pour pouvoir apporter à leurs enfants des pédagogies alternatives. Elles existent aussi dans nos écoles publiques et nous préconisons de, bien sûr, les développer et soutenir les ESPI, les établissements scolaires publics innovants dont nous avons parlé lors de ces auditions. Enfin, en ce qui concerne les organismes d'enseignement à distance, nous avons auditionné le CNED, mais il en existe beaucoup d'autres. Et nous préconisons un dispositif d'agrément par le ministère de labellisation de ces organismes d'enseignement à distance. En ce qui concerne les allocations familiales qui sont donc soumises à une obligation de scolarisation, nous voudrions que la scolarisation de l'enfant soit véritablement vérifiée comme cela est prévu avec un certificat de scolarisation ou une attestation d'instruction à domicile. Et nous préconisons dans le même sens, on va dire, que l'instruction à domicile ouvre droit à une allocation de rentrée scolaire, à discuter bien sûr sur ces modalités. Enfin, en conclusion, rappelons que l'extension de l'instruction obligatoire dès 3 ans annoncée pour les années à venir va bien sûr avoir des conséquences spécifiques sur l'instruction à domicile et son contrôle, bien sûr en termes quantitatifs, puisqu'il y aura plus d'enfants susceptibles d'être instruits à domicile, mais surtout en termes qualitatifs, puisque le contrôle des plus petits à domicile éveille bien sûr une crainte de la part des associations de parents et une vigilance à avoir. D'abord, il va falloir définir bien sûr les compétences à acquérir entre 3 et 6 ans pour que les parents qui font l'instruction à domicile, bien sûr, s'y réfèrent. Et puis, sur les modalités de contrôle, bien sûr, des contrôles particuliers pour les plus petits. Il y a un certain nombre de méthodes qui existent à ce sujet. Et bien sûr, l'éducation nationale travaillera ce point. Un point peut-être dont on n'a pas parlé, c'est la formation des inspecteurs de l'éducation nationale. Et là, bien sûr, pour le contrôle des plus petits, je pense qu'une formation spécifique s'imposera. Et pour les enquêtes de mairie, alors on n'en a pas parlé, mais les enquêtes de mairie sont faites par les agents désignés par le maire en tant que tel. Dans les petites communes, c'est le maire directement qui se déplace à domicile. Dans les villes plus moyennes et grandes, ça peut être des agents administratifs, des agents des CCAS, des assistantes sociales municipales s'il en existe. Et bien sûr, ces personnels municipaux devront aussi être formés à l'enquête dans le cadre d'une scolarisation de plus petits, une instruction de plus petits à domicile. Voilà, j'ai terminé notre présentation. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Bien, nous allons passer aux questions. Monsieur Sor. Merci, Monsieur le Président. Remercier, mais je pense qu'on est tous assez admiratifs du travail que vous avez accompli dans un laps de temps très court, mesdames. Et non seulement vous avez fait un état des lieux, mais vous avez une somme importante de propositions. Et je crois que c'est très riche et je voulais vous en remercier. Partir d'un constat, celui d'enseignants, effectivement, même si vous avez dit que le nombre d'enfants qui étaient concernés par cette déscolarisation était faible, moi je peux vous livrer un témoignage d'avoir accueilli en classe de SECPA de collège de certains enfants, un nombre certes très maigre, mais qui n'avaient jamais été scolarisés, avec une énorme difficulté derrière sur la socialisation et bien évidemment un manque important d'acquis scolaires et de savoir-être qui était dramatique et difficile de rattraper le temps perdu. Je vais prendre une autre casquette, celle de maire, et vous livrer là aussi de 2 constats. J'avoue que je culpabilise un peu quand j'entends parler de recensement des enfants de la commune de 6 à 16 ans, parce que je peux vous dire que ça n'a jamais été fait dans ma commune et je pense que c'est le cas dans un certain nombre de communes. Donc peut-être serait-il important d'institutionnaliser cette obligation en tant qu'agent de l'État quand on est maire. Deuxième constat, dire aussi que ne sont pas institutionnalisés non plus des rendez-vous entre la CAF, la mairie, la préfecture sur ce thème spécifique, et c'est peut-être aussi une piste intéressante à creuser pour faire en sorte que cela chaque année puisse se faire. Donc ma question est en lien avec ces 2 constats. Quel a été le témoignage qui vous a été livré par l'association des maires ruraux, par exemple, ou les différents élus que vous avez pu auditionner? Est-ce que je suis le seul coupable ou bien est-ce que malheureusement cette non-pratique est assez généralisée? Merci.
Merci, Monsieur Sor. Monsieur Reiss. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour, je voudrais remercier nos deux rapporteurs pour le travail remarquable qu'elles viennent de nous présenter. On a bien compris qu'il y avait beaucoup plus de questions que de réponses, même s'il y a un certain nombre de préconisations que vous faites, et avoir, par exemple, l'INE pour tous ou d'avoir une évaluation pour tous, évidemment, nous semble être des décisions de bon sens. Le Code de l'éducation prévoit effectivement que lorsqu'il y a des manquements à l'instruction obligatoire de 6 à 16 ans, il y a un signalement au parquet. Donc vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité d'amende. Moi j'aimerais savoir, est-ce que réellement vous avez le nombre de cas annuels qui donnent lieu à une poursuite réelle et à effectivement des amendes donc de familles qui seraient sanctionnées par rapport au non-respect de l'obligation scolaire. Ensuite, j'ai entendu aussi le mot enfant hors radar, améliorer le recensement et le suivi, c'est une évidence. Je souscris parfaitement, comme ancien maire aussi, à ce que vient de dire notre ami Sor sur la difficulté des maires donc, de faire ces recensements. Et je voudrais vous poser la question, est-ce que dans vos auditions, vous avez parlé des fichiers domiciliaires? Est-ce que l'obligation de déclaration de domicile, comme ça a été prévu d'ailleurs dans un certain nombre de propositions de loi déjà ou de questions écrites, est-ce qu'il ne faudrait pas relancer ça? Parce que, en fait, une obligation de déclarer son domicile, même quand il dure quelques mois, n'est quand même pas une démarche très très compliquée à mettre en œuvre. Et je voudrais savoir, est-ce que vos interlocuteurs vous ont interrogé ou vous ont donné leur point de vue sur ce sujet-là? Ensuite, j'aimerais savoir également, est-ce que vous êtes intéressé à la fin de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire au début de l'adolescence, sur la déscolarisation à l'adolescence, où on parle parfois déjà donc, de phobie scolaire ou de harcèlement qui provoque un certain nombre de démarches, parce qu'on sait très bien qu'après une absence quasi permanente, certains jeunes finissent par déserter totalement et ne plus se présenter à l'école. Et on sait très bien que dans ce cas-là, ils se mettent en marge de la société. Voilà, merci. Merci, M. Reiss. Pour compléter votre question, je rappellerai que le fichier domiciliaire existe dans les territoires d'Alsace-Moselle depuis les ordonnances de 1883. Voilà. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir avec mesdames les rapporteurs. Madame Bagnier. Si, Monsieur le Président, je vais réagir un peu comme mes collègues avec mon expérience de professeur et de maire. Alors, comme professeur, je voudrais vraiment insister sur un motif qui c'est vraiment qu'on a vu s'accroître ces dernières années, un motif de déscolarisation qui est la phobie scolaire. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé de façon galopante, et moi je pense qu'il faut vraiment mettre en place un protocole qui soit très réactif dès lors qu'on a un motif de phobie scolaire. Ça peut être lié effectivement à la problématique parfois de harcèlement scolaire, mais il faut vraiment que la réaction soit très rapide, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit vraiment se développer. Ensuite, comme maire, moi j'ai été maire d'une petite commune qui accueillait très régulièrement des caravanes de gens du voyage, peu de caravanes, peu d'enfants, qui étaient systématiquement scolarisés. Je me suis toujours interrogée sur la création des aires d'accueil dans les plus grosses communes, où là on a tout de suite plus de caravanes, plus d'enfants à scolariser. Et je me suis toujours interrogée sur justement l'impact sur la scolarisation des enfants. Il me paraît plus facile d'intégrer 2 enfants dans une petite commune au milieu d'un groupe que vraiment de grouper plein d'enfants du voyage dans une même école d'une plus grosse commune. Donc il faudrait vraiment un diagnostic un peu sur la scolarisation des enfants du voyage, parce que c'est vrai que pour l'avoir vu, plus un enfant du voyage va à l'école, et plus c'est simple de continuer la scolarité, et moins il a fréquenté l'école, plus c'est vraiment compliqué d'entrer, ne serait-ce qu'en contact avec l'enfant. Et c'est vrai que c'est très très important de scolariser les enfants du voyage pour une meilleure intégration à la société à terme. Merci, Madame Bagnier. Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier nos 2 collègues de la qualité de leur travail. La déscolarisation, c'est aussi lié à la connaissance de la langue française par les parents. Et lorsque les parents ne la maîtrisent pas, il y a aussi là un problème pour aider les enfants à aimer l'école ou à simplement intégrer l'école. Et donc je voulais savoir si vous avez travaillé, si vous avez des propositions pour développer l'apprentissage de la langue française pour les parents qui la parlent mal, et notamment d'ouvrir les écoles hors temps scolaire à ces parents, aux associations qui pourraient les aider à mieux maîtriser notre langue et donc à mieux s'intégrer et à mieux aider leurs enfants à être scolarisés.
Merci. Madame Berger. Pas là. Ah pardon, excusez-moi, Madame Berger, je n'avais pas vu. Merci Monsieur le Président. Évidemment, je me joins aux différentes remarques qui ont été faites sur la qualité du travail, en plus dans un temps particulièrement court. Je voudrais poursuivre sur la question de la scolarisation à domicile. On voit dans tous nos départements une multiplication d'associations qui sont soi-disant en charge justement de cette question de la scolarisation à domicile. Est-ce que concrètement, est-ce qu'on arrive à avoir plus de détails sur la nature de ces associations, sur le suivi qui peut en être fait, les relations peut-être qui peuvent exister avec la préfecture pour un certain nombre de cas, parce qu'on peut avoir des situations assez préoccupantes sur voilà, leur nature et les objectifs d'un certain nombre de ces associations qui ne sont peut-être pas tout à fait portées sur l'intérêt de l'enfant et de son suivi scolaire. Donc je voulais savoir si c'était un sujet qui était revenu régulièrement et si vous estimiez que voilà, le lien avec les préfectures, par exemple, pouvait peut-être aider à y remédier. Merci beaucoup. Merci Madame Berger. Madame Meunier. Oui, merci Monsieur le Président. Très beau travail, mesdames, et très intéressant, qui soulève évidemment beaucoup d'interrogations. La Déclaration des droits de l'homme précise que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leur enfant. Et une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on soulève le problème de savoir si on a le droit de déscolariser ou non nos enfants. On a le droit, bien sûr. Et ce que j'ai compris dans votre rapport, c'est que la difficulté, c'était de recenser ces enfants qui étaient déscolarisés. Alors, pourquoi ne pas avoir l'effet inverse de dire, au lieu de les sanctionner à travers des contrôles de l'éducation nationale, à travers le non-versement d'allocations familiales, pourquoi ne pas les accompagner? Pourquoi ne pas, à ce moment-là, créer un autre système qui serait de dire, ces enfants, ou les parents, puisque bien souvent ce sont les parents, quand c'est une déscolarisation voulue, puisque j'ai bien compris que vous faisiez la différence entre les deux déscolarisations, mais pourquoi ne pas dire, à ce moment-là, on va les accompagner, on ne va pas sanctionner, et peut-être que là, on saura qui est ou non déscolarisé et comment ça se passe cette déscolarisation, puisque a priori, si j'ai bien compris, il n'y a pas eu de bilan de fait pour savoir quel était l'impact et comment ces enfants déscolarisés étaient-ils par rapport aux enfants scolarisés. Donc voilà, c'est la question que je me pose et que je vous pose. Merci. Merci Madame Meunier. Monsieur Bertha. Oui, merci Président. À mon tour de vous féliciter pour ce travail. Non, juste pour compléter la question qui a été posée par ma collègue Géraldine Magnier sur la phobie scolaire. J'ai découvert la phobie scolaire dans ce début de mandat, entraînant dans quelques endroits, parce que je n'avais pas du tout conscience de ce phénomène et de l'importance de ce phénomène. Pour avoir consulté, c'est le cas de le dire, un certain nombre de médecins, je me suis aperçu qu'ils revendiquaient tous dans leur patientèle des enfants en état de phobie scolaire. De la même façon, ça m'a permis effectivement de rencontrer et des structures qu'on appelle en tout cas c'est comme ça qu'on me les a appelés, des micro-collèges, des micro-lycées, qui sont des situations annexées bien sûr à des établissements principaux et qui permettent de réintégrer progressivement ces enfants dans une filière, avec des vrais indicateurs de succès. Les vrais indicateurs, c'est un certain nombre finissent par rejoindre l'établissement initial, et d'autres finiront par avoir le baccalauréat à travers ces structures annexes. Et ce qui serait pas tant, parce que je vois par contre les difficultés, puisque les structures que j'ai rencontrées vont se voir finalement dépourvues de toute subvention l'année prochaine, avec une menace de fermeture, et pourtant les succès sont là, les enfants sont là, et ce qui serait pas le temps de préconiser aussi de faire un état des lieux de ces structures d'accueil pour enfants en situation de phobie, et puis trouver les bonnes pratiques, et puis peut-être à un moment donné trouver aussi un moyen de les soutenir. Merci Monsieur Bertha et Madame Piron, avant de passer la parole à Mesdames les rapporteurs. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames les rapporteurs. Vous avez déjà partiellement répondu à mes préoccupations dans votre exposé. Je souhaiterais quand même insister sur 2 points. Le premier, donc l'évaluation au fil de la scolarité et non pas simplement en phase terminale, parce que je ne pense pas qu'il soit acceptable ou supportable de détecter ou de constater qu'à 16 ans, en fin de scolarité, un enfant ne sait toujours pas lire et écrire. Il n'y a plus aucun moyen d'y remédier. Donc il faut impérativement que ce soit détecté au préalable. Donc aujourd'hui, il existe des évaluations nationales maintenant au début du CP, fin de CE1 et fin de CM2 qui me paraîtraient des rythmes réguliers qui permet également d'évaluer donc l'instruction qui a été donnée avant
l'entrée en CP, donc sur la maternelle, si l'on peut dire, qui est devenue maintenant obligatoire, avec une petite question sur le fait qu'en entrée en CP, ce qui est évalué, c'est la maîtrise de la langue française et les mathématiques. Et se pose donc effectivement la question des familles ne maîtrisant pas la langue française ou ne souhaitant pas faire l'enseignement du français auprès de leurs enfants de bas âge. Donc c'est une réflexion là-dessus. Également sur la sociabilisation des enfants. Donc vous avez parlé également donc de possibilités de suggérer ou de proposer des activités sportives, des clubs ou des centres de loisirs qui pourraient accueillir ces enfants. Et je pense très important, au moins pour les familles ayant fait le choix d'une scolarisation, d'une instruction à domicile sur du long terme, de prévoir donc un contrôle de la sociabilisation de ces enfants. Ce n'est pas le cas quand c'est juste une année en voyage ou un problème de maladie ponctuelle, mais vraiment quand c'est un choix définitif, il faut que les enfants soient en contact avec d'autres enfants. Merci beaucoup, Madame Piron. Mesdames les rapporteurs. Alors sur le rôle des maires, nous avons auditionné plusieurs associations d'élus, de petites communes, de grandes communes, et nous relevons une difficulté systématique des maires à faire ce recensement de 6 à 16 ans, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement le recensement des collégiens était beaucoup moins dans le schéma des maires, parce que je pense qu'on confond aussi avec l'obligation, bien sûr, scolaire des mairies. Donc, ne vous inquiétez pas, le constat est assez généralisé. Nous, notre sujet, c'est vraiment de les aider à faire ce travail qui est vraiment à la base du sujet et qui est absolument indispensable pour notre pays. Ce que nous préconisons, c'est effectivement aider au croisement de fichiers avec toutes les précautions à prendre. Nous avons auditionné la CNIL, bien sûr, à ce sujet. Certaines mairies sont en train de travailler ce point-là et nous avons auditionné des mairies qui spécifiquement cherchent à croiser les fichiers. On sait bien sûr que, par exemple, la liste des naissances aujourd'hui en France pour voir quels sont les enfants en âge scolaire à 6 ans est complètement dépassée. Enfin, je veux dire, moi, dans une ville comme Lyon, dans le 3e arrondissement, on a tous les 4 ans 50% de la population qui est renouvelée par du déménagement et du parcours résidentiel. Donc, la liste des naissances ne suffit pas. Et donc, nous préconisons une aide aux maires, après leur avoir quand même rappelé leurs obligations, parce qu'on pressent aussi que malgré le guide interministériel qui est relativement bien fait, certains ne sont pas tout à fait conscients au point sur cette obligation qui est la leur, qui est assez atypique en fait par rapport à leurs différentes obligations. Donc regardez ce qu'il en est des bonnes pratiques de certaines mairies et systématiser peut-être ces pratiques pour permettre aux maires de faire ce recensement qui est à la base du travail. Et puis ensuite le sujet des enquêtes de mairie, et lui pose aussi des problèmes à certaines mairies, mais moins prégnants que vraiment la question du recensement. Et quant à la rencontre entre partenaires pour suivre ce sujet, c'est ce que nous préconisons avec la mise en place d'une commission. Vous allez me dire encore une commission de plus, mais une commission sur ce sujet qui, comme l'a très bien dit Georges Paul-Langevin, est marginal a priori dans les chiffres, mais qui pour nous relève d'une vigilance de tous. Et effectivement, une commission partenariale nous semble un bon outil. Alors là-dessus, donc sur le témoignage des maires ruraux, on est d'accord. Alors sur la question de M. Reiss, sur l'obligation de déclarer son domicile, ce sont des sujets dont on débat toujours éternellement dans notre pays, puisque vous avez une partie de l'opinion qui met en avant la liberté individuelle, et on n'aurait pas aimé vivre dans une société totalement policière. En même temps, il me semble que quand on se préoccupe de la protection des enfants, il y a quand même un certain nombre de flous comme cela qui sont gênants. Donc, je crois qu'il faut qu'on trouve le moyen de mieux pouvoir recenser ces enfants qui sont à domicile, qui sont peut-être en grande difficulté. Alors, vous avez raison aussi de dire qu'à partir du moment où on est scolarisé à domicile, ça peut donner le meilleur et le pire. Comme les parents nous ont rappelé, ils nous ont dit, mais l'enfant qui a eu sa maîtrise de maths à 14 ans, eh ben, lui, il n'était pas à l'école. C'est que les parents l'ont fait suivre un cursus direct. Et en même temps, c'est vrai que c'est souvent préalable à la déscolarisation. Donc, je crois
qu'il faut intégrer peut-être dans le travail qui a été lancé pour rattraper les décrocheurs, eh bien, il faudrait sans doute se soucier des enfants qui sont à domicile, qui pour l'instant ne sont pas du tout connus. Sur la phobie scolaire, c'est vrai que beaucoup de parents insistent sur le fait que l'enfant peut être harcelé, enfin de la violence, moqué à l'école. Donc ce ne sont pas des arguments qui nous laissent indifférents. Donc ça nous montre effectivement qu'il faut sans doute trouver un moyen de mieux parler avec les parents pour ces enfants qui souffrent à l'école. Et ça, peut-être que dans le cadre des établissements, on n'a peut-être pas le moyen ou la sensibilité nécessaire pour faire ça, mais on a bien vu que ça peut être une motivation, donc il faut le faire. Alors, M. Bournazel a insisté sur la question de la langue. Et cela, indiscutablement, ça peut être une difficulté pour avoir des relations avec les parents. Quand je m'occupais de la réussite éducative, j'avais pu voir un certain nombre d'établissements dans le cadre de la réussite éducative où effectivement les parents rentrent dans l'école, ou les mamans surtout, puisque ce sont souvent elles qui sont à la maison, et elles viennent à l'école étudier la langue. Et pour elles, c'est quelque chose de formidable parce que ce sont des femmes qui, souvent, dans leur pays, n'ont pas été du tout scolarisées non plus. Donc, le fait de rentrer à l'école, de connaître les enseignants et à la fin de l'année d'avoir leur diplôme, c'est très valorisant pour elles. Et je crois que ce type de procédure devrait être développé. Bien évidemment, tout ça, c'est la politique de la ville. Donc, il faut préserver ce qui se fait en matière de réussite éducative dans le cadre de la politique de la ville. Alors, les associations en charge de l'instruction à domicile, c'est vrai que nous avons vu qu'elles étaient quand même assez remontées. C'était assez... Et ce qui nous a un peu gênés, c'est qu'on diffuse aux parents des guides, un certain nombre de techniques pour pouvoir échapper au contrôle, gérer les contrôles comme il faut, etc. etc. Donc, on est sur des gens qui, parfois, sont assez remontés contre le système, contre les institutions. Et donc, arriver à mieux travailler avec eux demande sûrement énormément de doigté. Sur les évaluations nécessaires, oui, je suis assez d'accord, parce que pour l'instant, on nous dit, en gros, on vérifie à 16 ans qu'ils ont acquis. Ben oui, mais entre-temps, je trouve aussi que ça serait bien qu'ils puissent avoir des évaluations avec la classe d'âge. Mais ça suppose, effectivement, comme on l'avait dit, qu'il y ait d'abord un recensement, enfin qu'il y ait un suivi minimum de l'intégralité de ces enfants. Pour le reste, peut-être que... Revenir sur la question de M. Ries et aussi celle de M. Bertha sur la phobie scolaire, que ce soit sur la phobie scolaire ou sur le nombre de cas qui donnent lieu à amende, à injonction de scolarisation, nous sommes un peu démunis en termes de statistiques. C'est le problème du recensement et du suivi. Chaque académie suit les enfants instruits à domicile et nous n'avons pas de recollement de ces chiffres. Et donc, c'est ce que nous préconisons. C'est au moins un recensement annuel, une enquête annuelle sur ces sujets-là, pour mieux connaître les motivations des familles, parce qu'on vous les a listées, mais on n'a aucune idée en fait de leur proportion. Est-ce que la phobie scolaire est très développée? Est-ce que certains choix pédagogiques alternatifs plutôt sont majoritaires? Aujourd'hui, on ne le sait pas. On connaît toute la gamme de motivation de l'instruction à domicile, mais on ne sait pas les quantifier et on ne connaît pas leurs évolutions. Donc, effectivement, nos principales préconisations, et en tout cas les premières, passent par le recensement et le suivi. Sur la déscolarisation à la limite des 16 ans, à la fin de l'âge d'instruction obligatoire, c'est un sujet qu'en fait nous ne traitons pas dans notre rapport, mais que nous avons beaucoup entendu. Moi personnellement, qui me tient à cœur depuis plusieurs années, j'étais adjointe à l'éducation, j'ai vu grandir les enfants et certains être en difficulté au collège, où en fait... au moment du passage du collège au lycée et de la seconde, où effectivement, c'est là qu'on voit des décrochages, de l'absentéisme perlé et ensuite de l'absentéisme total, et des enfants qui se trouvent à la maison en attendant
ses 16 ans et ensuite en difficulté. On est à la limite du décrochage scolaire tel qu'on le connaît habituellement. Nous, on appelle ça la problématique des grands ados. Donc, on n'a pas de préconisation. La mission n'est pas sur ce sujet-là. On l'a effleuré. Je pense que c'est un sujet qu'il faudrait travailler dans le cadre de la commission pour d'abord détecter peut-être en amont les signes avant-coureurs. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants, ces grands ados de 15-16 ans en très, très grande difficulté, vous l'avez très bien dit. Je voulais rajouter un mot aussi sur les enfants du voyage pour assurer Madame Bagné, parce que les mairies, même quand il y a des aires du voyage assez conséquentes, gardent des places dans plusieurs écoles et gèrent cela relativement bien. Nous avons eu plusieurs témoignages en ce sens. Sur la question de Madame Meunier, sur la question de l'accompagnement des familles plutôt que de les sanctionner. Notre propos n'était pas de les sanctionner plus qu'il est prévu. Des sanctions sont déjà prévues pour les familles bien sûr, qui en relèvent. Mais l'accompagnement des familles, par contre, c'est un sujet qui est quand même au cœur de nos préconisations. L'accompagnement des familles pour l'accompagnement des enfants, pour une rescolarisation si elle est souhaitée, mais aussi pour un meilleur accompagnement de l'instruction à domicile, donc avec de la communication, avec de l'appui à la socialisation, ou voire même pour certaines matières plus techniques sur lesquelles les parents pourraient être en difficulté. Donc, nous avons plusieurs préconisations en ce sens. Et moi, je pense qu'en fait, l'instruction à domicile a jusqu'à présent été plutôt à la marge, et c'est le cas d'un point de vue numérique, hein, c'est vraiment un sujet marginal, et qu'aujourd'hui, il faut recréer un lien entre l'institution et l'instruction à domicile. Ce lien peut être compliqué, soit parce que les enfants ont développé une phobie scolaire, mais il faut le travailler, je suis tout à fait d'accord, soit parce que les parents, on a eu quand même des témoignages de parents qui avaient eu des gros problèmes avec l'école, et que c'était pour cette raison qu'ils préféraient instruire leurs enfants à domicile. Il faut bien sûr travailler ce sujet-là, essayer de renouer de la confiance. Moi, je pense que la confiance passe par d'abord une meilleure connaissance réciproque et ensuite du faire ensemble. Donc, peut-être aussi un partenariat de travail à développer. Sur la question d'Aurore Berger, sur les associations de soutien scolaire, alors c'est un sujet que nous n'avons pas du tout, j'ai aucun problème à le dire, mais en 1 mois et demi, c'est un sujet que nous n'avons pas traité. Je comprends tout à fait votre question, je pense que c'est un sujet qu'on doit partager, sur lequel on pourrait faire un travail, et je suis désolée de vous dire qu'on ne l'a pas traité dans ce cadre-là, mais je comprends tout à fait, et je partage votre préoccupation. Et enfin, je crois que j'ai fait le tour sur la question de la socialisation. Madame Piron, je reviens là-dessus. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé en audition. Dans l'enquête de mairie, il y a des questions sur la socialisation de l'enfant. Est-ce qu'il va à des activités? Est-ce qu'il a des frères et sœurs, etc., etc. Donc, on pose des questions sur ce sujet-là. Maintenant, comment on évalue moi, ça, c'est une question que je me pose. Le degré de socialisation d'un enfant, ça, c'est compliqué. Ça passe par cette enquête-là. Et je trouve que proposer des activités serait une façon d'aider à cette socialisation de manière positive. Ajouter quelque chose. Quand nous avons proposé que les familles perçoivent l'allocation de rentrée, je crois que c'est une manière aussi de les aider financièrement et de créer un lien. Parce que là, la famille sera incitée un petit peu à se manifester si elle sait qu'elle peut être aidée financièrement. Dans les enfants instruits à domicile ou attendant à domicile que nous avons repérés, il y a toute la question aussi des enfants porteurs de handicap. Parce que théoriquement, aujourd'hui, ils ont le droit d'être scolarisés dans une école normale, mais encore faut-il qu'ils aient une place, que le collège ou l'école du coin puisse avoir un AVS, se sentent en mesure de les prendre. Par exemple, pour les enfants autistes, c'est quand même un petit peu parfois il faut avoir une spécialisation, en tout cas être un peu compétent. Et par conséquent, nous nous sommes rendus compte qu'il y en avait beaucoup qui restaient à la maison en attendant de trouver une solution correcte. Et par conséquent, pour cela aussi, il serait peut-être bon, en attendant qu'ils se trouvent la structure, qu'on puisse regarder comment ça se passe pour une instruction à domicile, parce que nous avons compris que ça pouvait être assez long. Merci. Monsieur Testé.
Oui, merci Monsieur le Président et merci Mesdames pour ce retour éclairé et éclairant sur ce sujet très important. Alors, on entend régulièrement dans les établissements scolaires ou dans la bouche de certains élus que l'arrêt de la scolarisation des jeunes est plutôt lié à une sorte de démission des parents. Or, de nombreuses études tendent à prouver le contraire. D'après vos recherches et auditions, quelle est votre vision à ce sujet? Et puis, mi-question, à mi-chemin entre une question et un constat. En tant que directeur d'école, j'étais amené parfois à faire des certificats de radiation à la demande d'un parent à l'insu de l'autre, notamment suite à des accidents familiaux, entre guillemets, sans garantie de réinscription de l'enfant dans un autre établissement, ni information ultérieure, faute de contact justement avec cette éventuelle future école. Alors vous l'avez pointé, il y a un vrai vide à combler pour s'assurer de la poursuite réelle d'une scolarité. Quel serait le meilleur outil pour ces élèves ayant déjà un INE? Je vous remercie. Merci Monsieur Testé. Madame Duby-Muller. Oui, merci mesdames donc, pour la présentation de ce rapport. La semaine dernière, nos collègues sénateurs Bernard Cazeau et Sylvie Goy-Chavent ont publié un rapport sur l'organisation et les moyens des services de l'État pour faire face à l'évolution de la menace terroriste après la chute de l'État islamique et dénonçant donc l'enracinement du salafisme en France et l'inaction des pouvoirs publics. Le rapport proposait notamment de croiser les fichiers de l'éducation nationale avec ceux de la Caisse nationale d'allocation familiale afin de s'assurer que tous les enfants sont bien scolarisés et ont fait l'objet d'une déclaration d'instruction à domicile pour pouvoir diligenter les contrôles prévus par la loi. Or, aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'objet de votre première proposition, toute la difficulté est dans l'amélioration justement du recensement. Et je crois qu'il faudrait même aller au-delà pour avoir vraiment des statistiques plus précises sur ce phénomène donc, de déscolarisation. Aujourd'hui, effectivement, l'article L131-6 du Code de l'éducation nationale prévoit que chaque année à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Or, toute la difficulté, mon collègue Frédéric Reiss l'a recensé, c'est qu'aujourd'hui, on a des enfants qui ne sont pas du tout inscrits et qui sont inconnus dans toute statistique. Et je crois que vraiment une des clés, ce serait d'avoir ce fichier et cette obligation de domiciliation qui existe au demeurant dans la plupart des pays européens, la France faisant figure d'exception. Moi-même, je suis élue d'un département frontalier avec la Suisse qui donc utilise le contrôle de l'habitant, qui est très bien perçu par la population et qui ne va pas du tout à l'encontre de la liberté constitutionnelle d'aller et venir. Donc cette proposition de loi avait été examinée dans le cadre d'une niche, elle avait été malheureusement rejetée, mais je crois que c'est vraiment un enjeu majeur dans notre pays. Puisque cela pourrait être aussi utilisé par les communes pour d'autres sujets, pour les créations de classes, pour gérer certains flux, et d'avoir vraiment cet outil serait utile, je crois, à nos collectivités. Donc il faudra vraiment, en tout cas, qu'on puisse avancer sur ce sujet, même si cela peut poser certaines difficultés, notamment avec la CNIL, les croisements de fichiers, etc. Merci, et j'avais juste une deuxième question sur le développement des établissements scolaires confessionnels. Mais je crois que ma collègue Annie Genevard vous posera également une question sur le sujet qui est aussi un enjeu central. Merci. Merci Madame Duby-Muller. Madame Rilhac. Merci Monsieur le Président. Merci Mesdames pour vraiment cet exposé très intéressant. Je voudrais aborder un thème que vous n'avez pas abordé dans vos propos, qui relève des Outre-mer. Si je me réfère au rapport du CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme de l'année dernière, en juillet 2017, ils avaient pointé particulièrement des problématiques de non-scolarisation des élèves, particulièrement à Mayotte et en Guyane, du fait du manque de place dans les établissements scolaires. Donc on est bien dans ce que vous l'avez pointé tout à l'heure sur la déscolarisation subie et non pas choisie. Donc il y a ce pendant très spécifique de la Guyane et de Mayotte, et je voudrais savoir si, en termes de non-scolarisation, de non-instruction, vous avez des chiffres particuliers liés aux Outre-mer, et dans ces cas-là, de pouvoir nous éclairer sur ce point. Je vous remercie. Merci Madame Rilhac. Madame Thill. Merci Monsieur le Président, et je réitère effectivement toutes mes félicitations aux deux rapporteurs pour le travail engagé sur le sujet. En effet, les phénomènes de scolarisation sont souvent l'objet de croyances et nous avons besoin d'une information et d'un éclairage sur la réalité de la situation. Il apparaît nécessaire que les enfants puissent bénéficier d'un suivi lorsque l'école est faite à la maison. Il en va de l'obligation de l'État
de s'assurer que chaque enfant de France reçoit bien une éducation. Par conséquent, dès lors, quels moyens avez-vous pour une mise en place réelle de ce suivi dès 3 ans ? Les allocations, les caisses d'allocations familiales et leurs fichiers peuvent-ils être amenés à participer à cela ou devraient-ils le faire, notamment pour les enfants qui n'ont jamais été scolarisés, et je pense toujours à nos petits de 3 ans. Pourrait-on imaginer des preuves de l'instruction soient régulièrement fournies pour assurer un suivi plus effectif par les inspecteurs, les IEN? Enfin et plus globalement, quel blocage avez-vous constaté pour une mise en place d'un suivi plus exigeant et donc peut-être plus intrusif? Je vous remercie. Merci Madame Thiel, Madame Genevard. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, merci pour votre travail. Vous abordez un point tout à fait essentiel. Alors, vous avez montré qu'il y avait diverses raisons à la déscolarisation. Il y en a qui sont légitimes, qui n'inquiètent pas, que l'on comprend pour des raisons de santé, pour des raisons qui sont parfaitement audibles. Évidemment, notre travail est de nous pencher sur les raisons plus problématiques à la déscolarisation. C'est là que nous devons faire porter notre effort et notre analyse. Il y a un point sur lequel je reste un peu sur ma faim, c'est finalement de ne pas savoir quel est le poids relatif dans ces raisons de déscolarisation. On n'a pas d'éléments statistiques. Et moi, je pense qu'on ne peut pas conduire de bonnes politiques publiques quand on ne peut pas avoir la réalité des sujets qu'on examine. Et ça pose la question qu'évoquait ma collègue Virginie Dupuy-Muller. Moi, je ne comprends pas cette résistance que nous avons en France à l'égard de l'obligation domiciliaire, par exemple. Moi, ça m'a souvent manqué dans les politiques municipales. De quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on? Et que peut-on faire pour répondre à telle ou telle situation? Et là, sur la raison de la déscolarisation, il faut qu'on puisse apprécier le poids des enfants déscolarisés parce qu'ils sont issus des communautés des gens du voyage. Il faut qu'on puisse évaluer statistiquement la réalité des enfants déscolarisés pour des raisons de radicalisation confessionnelle. C'est le sujet. Aujourd'hui, c'est le sujet, mes chers collègues. Et ce n'est pas le fait d'une volonté de stigmatisation ou une obsession. Aujourd'hui, le principal danger qui menace les enfants déscolarisés, ce sont ces enfants qui sont dans des écoles coraniques. Écoutez les mères qui sont confrontées à ces sujets. Il faut pouvoir les aborder en face, sans esprit malveillant, mais avec l'absolue volonté de travailler cette question spécifiquement, dans le contexte que nous connaissons. Donc, est-ce que votre mission flash, très intéressante, donnera lieu à une prolongation, un prolongement, pardon, c'est un tropisme Coupe du Monde, à un prolongement sur des questions comme celle-là, je pense que ce serait extrêmement utile. Merci, Madame Genevard. Monsieur Carlogotte. Merci. Vous avez commencé votre mission flash en introduction en rappelant la loi de 1882, la loi de Ferry, donc cette instruction obligatoire, et vous avez bien sûr pris soin de rappeler qu'il est possible pour les parents d'assurer directement cette instruction ou de faire appel à un tiers. J'allais dire, avec le recul qui est le nôtre aujourd'hui, en 2018, je m'étonne, notamment pour des familles qui souhaitent faire une déscolarisation choisie, je reprends votre expression, je m'étonne quand même de la facilité, de la simplicité autorisée par par la loi aujourd'hui, de faire une simple déclaration auprès du maire et du directeur académique. Alors j'ai entendu, vous avez rappelé aussi cette infraction pénale, moyennant une contravention de 1 500 € au plus si effectivement cette démarche n'est pas faite, mais n'avez-vous pas le sentiment aujourd'hui qu'il faudrait revoir cette déclaration et l'imaginer comme une autorisation, une demande d'autorisation motivée, et notamment en avançant des motifs médicaux? On a parlé pas mal de phobie scolaire tout à l'heure, et peut-être, je rejoins exactement ce qui a été dit par ma collègue précédemment, poursuivre la réflexion et peut-être voir un petit peu ce qui se fait en Europe, dans les autres pays, concernant justement cette déscolarisation choisie, dans quelles conditions elle est rendue possible, et n'est-il pas temps peut-être de la rendre plus contraignante?
Merci, M. Carlegotte. Mme Rixin. Merci, Monsieur le Président. Je m'associe à mes collègues pour vous féliciter du travail que vous avez réalisé. Moi, je souhaiterais vous interroger en effet sur ce fameux contrôle qui permet de tester le niveau académique et scolaire de l'enfant. Nous savons, notre ministre de l'Éducation nationale le rappelle, et nous nous associons à ce rappel, que l'école, c'est en effet apprendre à lire, écrire, compter, mais également respecter autrui. Donc, au-delà des connaissances académiques, l'école est un lieu d'éveil et d'éducation. L'école apporte à l'enfant une occasion d'interagir avec d'autres personnes que ses parents, dans un autre cadre que celui du cadre familial. L'enfant apprend à se confronter à des différences, à s'accepter lui-même face à d'autres situations, à accepter les autres. Aussi dans le cadre des déscolarisations et dans le cadre justement de ce contrôle, comment s'assurer que l'enfant accède d'abord à une éducation républicaine et également dispose des moyens de son émancipation. Et je pense en effet là à la question notamment des enfants qui pourraient être enfermés, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, également sur le plan symbolique en raison de dérives sectaires. Et je crois qu'en effet, il faut avoir une certaine attention sur ce point-là. Donc comment évaluer, au-delà des connaissances académiques, l'intégration de ces valeurs républicaines. Merci Madame Rixin. Madame Racon-Bouzon. Je voudrais revenir rapidement sur la situation des populations roms vivant sur notre territoire. Vous l'avez dit, on estime que plus de la moitié des 6-18 ans ne sont pas scolarisés, que le taux est encore plus fort pour les adolescents, et surtout chez les filles où la non-scolarisation dépasse les 90%. Alors c'est la pauvreté, les expulsions auxquelles ils sont confrontés, la précarité du logement ou encore les discriminations sont des freins puissants à leur entrée à l'école comme à une scolarité pérenne et assidue. Une association marseillaise, l'École au présent, est particulièrement impliquée depuis quelques années dans la scolarisation de ses enfants, mettant tout en œuvre pour créer les conditions d'une scolarité dite normale. Et c'est ainsi qu'en 2017, 170 enfants roms de la maternelle au collège ont pu être scolarisés grâce à cette association. L'Olympique de Marseille s'est également engagé dans l'action de cette association et récompense les enfants de leur assiduité en leur permettant d'assister à un match de football au stade Vélodrome. Instaurer un dialogue avec les parents pour les convaincre d'une scolarisation dès la maternelle, distribuer le matériel scolaire, encourager les élèves à l'assiduité sont autant de difficultés auxquelles remédie l'école au présent, mais qui sans elle sont très difficilement surmontables pour ces populations. Est-ce que votre mission vous a permis de dégager des pistes pour lutter contre la déscolarisation de ces enfants et d'autres bonnes pratiques qui mériteraient d'être essaimées sur notre territoire? Merci. Bien, merci, mesdames les rapporteurs. Alors, je commence avec la question de Monsieur Testé. Comme on l'a dit lors de notre présentation en début de commission, il y a les déscolarisations subies, les déscolarisations choisies avec des cas vraiment très, très différents. Et ce qui est évident pour nous, c'est que l'accueil scolaire doit s'améliorer pour gérer toutes les situations qui engendrent des déscolarisations subies. Le travail est déjà en cours, que ce soit sur le harcèlement, sur les phobies, sur l'inclusion des enfants porteurs de handicap. On a quand même reçu de nombreux témoignages de parents qui subissaient la déscolarisation malgré tous leurs efforts, leur recherche de place, leur recherche d'établissements plus adaptés à leurs enfants. Des témoignages assez émouvants. Sur les déscolarisations choisies, le rôle des familles est bien sûr déterminant. C'est leur choix, c'est leur motivation d'instruire leurs enfants à la maison. Et nos préconisations, c'est d'accompagner ces parents, de mieux les comprendre, de mieux les entendre. Bien sûr, certains ne trouveront jamais de solution dans notre institution scolaire, mais d'autres en sont peut-être pas si éloignés. Et je pense qu'on a besoin de dialogue entre les familles qui font l'instruction à domicile et notre institution. Sur les certificats de radiation, on en a parlé. Moi, je partage tout à fait votre constat. Je l'ai vécu aussi en tant qu'adjointe à l'éducation. Vraiment, ça passe par
la ONDE, enfin la nouvelle base élève, vérifier les doublons, que les certificats de radiation sont bien faits et intégrés. On a vraiment besoin d'un suivi de cette INE, un suivi des enfants, pas que pour les enfants instruits à domicile, mais pour les autres aussi, pour comprendre les parcours des enfants scolarisés, faire un suivi de cohorte. On a un certain nombre de préconisations en ce sens. Sur la question de Madame Duby-Muller, sur le recensement, les fichiers municipaux, effectivement, on a eu des témoignages d'autres pays où cela existe. On comprend que c'est un outil intéressant. Après, il y a la question du recensement, la question des statistiques, deux sujets différents. On a besoin des deux pour construire une école. Il faut prévoir les enfants qui seront là dans 5 ans, donc, parce qu'il faut un certain temps pour construire une école. Je suis bien placée pour le savoir à Lyon. Et donc, les deux sujets sont importants et les deux sujets font l'objet de préconisations au début de notre rapport. Pour les écoles hors contrat, vous l'avez cité et Madame Genevard en a reparlé. Nous avons légiféré il y a peu avec une proposition de loi de Madame Gatel pour justement améliorer le contrôle des écoles hors contrat qui, jusqu'à présent, s'ouvraient plus facilement que ce ne va être le cas demain. Sur les Outre-mer, je laisserai ma collègue répondre. D'abord, sur le travail qu'on a fait, je voulais vous signaler aussi qu'il faut que nous remercions l'administrateur, puisque c'est vrai que nous, on fait les auditions, mais il y a tout un travail de mise en forme qu'ils font très très bien et dans un délai très rapide. Donc, sans cela, on ne serait pas parvenu à ce résultat. Sur la question de la démission des parents, je voulais rajouter aussi qu'effectivement, il faut sans doute que l'éducation nationale développe davantage tout ce qui est pédagogie alternative et établissement innovant. Parce que pour certains enfants, ça peut être la réponse dans le cadre de l'éducation nationale elle-même. Madame Duby-Muller et Madame Genevard ont attiré notre attention sur les problèmes de parents intégristes ou radicalisés. Bon, c'est vrai que c'est un peu aussi pour ça qu'aujourd'hui on regarde ça de peu plus près, puisqu'on a vu quand même dans certaines académies une montée de ce type de scolarisation, de non-scolarisation, dont on peut penser que ça cache autre chose. Mais justement, avant de répondre, il faut déjà qu'on puisse faire justement compter. Et le fait qu'on soit aujourd'hui dans une telle incertitude sur les chiffres et qu'on a si peu d'éléments pour savoir de qui il s'agit, il me semble que c'est la raison pour laquelle on a demandé la première chose peut-être, c'est de mettre ce fameux numéro, qu'on sache qui est concerné, combien de gens sont en cause, et après on peut suivre. Mais pour l'instant, on est à un moment où je crois qu'on est resté sur l'idée que finalement les enfants instruits à domicile, ils avaient un précepteur, c'était de la grande bourgeoisie, etc. Donc on n'était pas soucieux. Alors que maintenant, effectivement, il peut y avoir une interaction avec des intégrismes divers et variés qu'il faut regarder. D'ailleurs, la Mivilude et le Centre contre les radicalisations, on les a entendus et quand même, ils regardent ça. Alors, s'agissant des enfants du voyage, je voudrais dire aussi que, et les enfants roms, dont on a parlé, que c'est des phénomènes devant lesquels on est là encore un peu démunis. Puisque c'est vrai que les associations, même j'avais fait une circulaire pour obliger les mères qui parfois n'étaient pas enthousiastes à scolariser ces enfants, mais effectivement du fait de la précarité, du fait que le campement où ils sont est expulsés, etc., c'est très difficile. Et surtout, il y a peut-être un mode de vie familial qui fait qu'ils ne voient pas l'intérêt, au fond, d'aller à l'école. Mais on peut remarquer quelques exemples de personnes issues de ces communautés qui sont arrivées à des niveaux scolaires très importants. Et par conséquent, il faut qu'ensuite leur exemple fasse un peu tache d'huile. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué. Parfois, je me suis demandé si on ne devrait pas accepter les gens, les petits bus qui vont dans les campements, etc. Parce que l'idéal est que les enfants aillent à l'école avec les autres. Mais parfois, les conditions particulières de vie font que ce sont des épisodes un peu hachés dans leur existence. Ce n'est pas totalement satisfaisant. S'agissant des Outre-mer, c'est vrai qu'il y a, notamment en Guyane et à Mayotte, beaucoup d'enfants qui ne sont pas du tout scolarisés.
Alors, il y a des raisons diverses. La Guyane, c'est souvent l'étendue du territoire. Le maire, on disait, dans certaines communes rurales, a du mal à savoir si quelqu'un s'est installé dans tel ou tel coin de son territoire. Mais quand vous avez une commune qui est de la taille à peu près de la Belgique, bon, le maire, il ne peut pas faire le tour de la forêt pour savoir où il y a les enfants. Et vous avez même des enfants qui ils doivent faire 2 heures de pirogue pour aller à l'école. Bon, à la fin, et à l'école d'ailleurs, ils n'ont pas souvent de collation, donc ils passent la matinée sans manger, et ainsi de suite. Donc, c'est des conditions qui font que les enfants abandonnent petit à petit l'école. Et c'est un travail, si vous voulez, vraiment qu'il faudrait faire d'approximation successive. Mais il faudrait parfois qu'on accepte d'adapter nos manières de faire à une réalité. Or, comme on a du mal, il faut les enseignants parfois qui sont mutés là-bas ne comprennent pas ce que disent les enfants ne comprennent pas ce que dit l'enseignant, et donc moi je pense que parfois on ferait mieux d'accepter des stades intermédiaires. Les enfants sur le fleuve, effectivement, un enseignant qui arrive de métropole, il fait moins de 9 mois. Donc, puisque au bout de quelques temps, au début, ça lui semble formidable, il va être dans la nature, etc. Et puis, quand il est dans sa case et qu'il va rentrer à 1000 pattes, le lendemain, il part en courant. Donc, ça, c'est pas simple. Alors, Mayotte, c'est encore autre chose, c'est que, si vous voulez, on a beaucoup de mal à prévoir, parce que pour scolariser les enfants, il faut déjà prévoir qui est là. Et à Mayotte, effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui sont arrivés par le Kwassa auparavant. Et ils arrivent, ils sont souvent dans les rues d'ailleurs. Donc, ce qu'on avait fait, on avait fait 2 choses. D'une part, il faut rappeler aux équipes enseignantes et aux maires qu'un enfant doit être scolarisé, quelle que soit la situation administrative de ses parents. Bon. Et souvent, ça leur semble pas du tout évident. Et ensuite, il faut savoir à quel niveau on peut scolariser l'enfant. Parce que si vous avez un gamin qui a 12 ou 13 ans et qui n'est jamais allé à l'école, si vous le faites rentrer au collège directement, c'est pas évident. Donc, à Mayotte, il y a des structures comme les apprentis d'Auteuil, ce genre de choses, qui ont ouvert des sortes d'écoles de jour, enfin des lieux d'accueil des enfants. Parce qu'il faut au moins qu'ils aient une première initiation avant de rentrer, par exemple, au collège. Mais il y a le problème à Mayotte du nombre de classes. C'est vrai que c'est une difficulté. Il y a le problème du nombre d'enseignants, c'est une difficulté. Mais il y a aussi des problèmes tout à fait spécifiques de scolariser des enfants qui ne sont déclarés nulle part. Et là encore, même pour avoir la collation, manger à la cantine, là, même si on essaie de mettre en place des solutions pour les enfants qui n'ont pas de moyens, simplement, la CAF ne peut rembourser que si il y a, pareil, un numéro, que les parents ont un numéro de sécurité sociale. Et si les parents sont clandestins, on n'a pas de numéro de sécurité sociale. Enfin, on se heurte, pour résoudre les problèmes dans tous ces endroits-là, à des tas de difficultés matérielles diverses et variées où il faut inventer. Par exemple, ce sont les élus, ici en métropole, qui construisent les écoles. Donc, l'éducation nationale n'a plus le savoir-faire pour la construction d'écoles et n'a plus de personnel pour pouvoir vérifier la construction d'écoles. Mais les élus de Mayotte ont beaucoup de bonne volonté, mais ne savent pas faire et n'ont pas des services leur permettant de faire. Donc le préfet, quand arrivent les marchés que la collectivité a passés, les annule régulièrement. Sauf que, voilà, donc le préfet, c'est son obligation d'annuler un marché mal passé, sauf qu'il faudrait vraiment de l'ingénierie pour pouvoir permettre aux élus qui ont ce type de compétences de disposer de personnes qui les aident à faire. Et pour l'instant, à Mayotte, je crois qu'on a peut-être un problème de crédit, mais on a beaucoup un problème d'ingénierie pour pouvoir arriver à régler ces questions et de solutions innovantes à trouver. On a parlé aussi de l'intégration et des valeurs républicaines. Là encore, je suis assez d'accord qu'il faudrait qu'on voit dans les contrôles qui seront mis en place et qu'on puisse aussi un petit peu vérifier qu'est-ce que fait. Parce que très souvent, les enfants qui sont dans cette solution, dans cette formule d'une manière choisie, c'est parce que les parents ont envie de transmettre des valeurs qui ne sont pas forcément celles de l'école républicaine. Donc tout ça, ça demande qu'on puisse regarder les choses de plus près.
Un mot sur les 3 ans, enfin la future obligation d'instruction à 3 ans. Il y a un point qui est intéressant, c'est que de ce fait, on va suivre les enfants de la petite enfance directement au monde scolaire, alors qu'auparavant on avait 3 ans où ils étaient moins suivis avant qu'ils intègrent le monde scolaire. Et donc là, il y a peut-être un lien entre PMI et éducation nationale qui peut se renforcer, qui permettra peut-être un suivi plus fluide des enfants pour justement repérer les enfants qui entrent à 3 ans en âge scolaire. J'en ai parlé tout à l'heure, bien sûr, ça va être très exigeant au niveau du contrôle de l'instruction, notamment comment on vérifie qu'un enfant progresse d'un point de vue scolaire entre 3 et 6 ans. Moi, j'imagine assez bien des méthodes adaptées aux plus petits. C'est vrai qu'à Lyon, moi, j'ai utilisé des sondages avec tablettes et des smileys pour les plus petits, pour leur vécu à l'école, savoir s'ils étaient bien, etc. Bon, il va falloir que certaines familles acceptent les tablettes. Mais en tout cas, il y aura des méthodes à inventer pour les 3-6 ans. Mais moi, j'ai assez confiance. On a une belle école maternelle en France, une vraie compétence pour les 3-6 ans. Et bien sûr, l'éducation nationale le déclinera aussi pour le contrôle de l'instruction à domicile. Il faut bien sûr se préparer, je pense, à une réticence accrue des familles qui font l'instruction à domicile. C'est vrai, vous l'avez dit, les contrôles sont intrusifs, on les fait à domicile. Bon, là, l'âge de l'enfant ne change pas. Par contre, le dialogue avec l'enfant peut apporter une certaine peur. Je l'imagine assez bien, des familles qui font l'instruction à domicile. Pour revenir sur le sujet de la lutte, Madame Genevard n'est pas là, mais vous lui en parlerez, sur le sujet de la lutte contre la radicalisation. Je veux quand même dire, et on l'a bien mis aussi dans notre rapport, c'est que la grande majorité des familles qui optent pour l'instruction à domicile le font parce qu'elles ont des convictions notamment pédagogiques ou de prendre soin de leur enfant de cette façon-là, et qu'en général, elles n'ont pas de problème avec le cadre républicain. Toutefois, on le sait, les familles en voie de radicalisation, souvent, souhaitent éviter l'école, sont dans une démarche souvent de rupture avec l'institution, et donc la déscolarisation de l'enfant est un signe de cette démarche-là. Et c'est pour ça que dans le plan de lutte contre la radicalisation, il y a un certain nombre de sujets, et sur les écoles hors contrat, et sur l'instruction à domicile. Nous, dans nos préconisations, ce qui va dans ce sens, c'est de bien sûr, excusez-moi l'expression, mais je pense que vous le comprendrez très bien, diminuer les trous dans la raquette, donc un meilleur recensement des enfants grâce à l'INE et leur suivi, et puis aussi des enquêtes de mairie, des contrôles à domicile qui ont véritablement lieu. Aujourd'hui, on n'est pas à 100%, on le sait. Donc, en fait, mieux appliquer le cadre déjà existant. Sur la question de M. Kerlogot, en fait, moi j'ai relu un peu, on a relu un peu les débats de la loi de 1882, et en fait on est sur toute cette dualité entre la liberté d'instruction des familles, qui est très forte et très revendiquée par elles, vous vous en doutez bien, et le droit à l'éducation des enfants. Donc effectivement, aujourd'hui la démarche passe par une déclaration d'instruction auprès du maire et de l'inspecteur académique. Le plus important, c'est que, comme je viens de le dire à l'instant, les contrôles se passent relativement vite. C'est pour ça que l'une des préconisations, c'est que cette déclaration d'instruction à domicile ait lieu en début d'année scolaire, jusqu'à une certaine date, donc on fixe à peu près, mais bien sûr c'est à l'éducation nationale de voir ça avec les mairies à la fin du premier trimestre, pour que les contrôles s'enclenchent dès la première année de déclaration d'instruction à domicile de l'enfant. Et puis ensuite, il y a bien sûr un suivi qui se met en place, l'enquête de mairie tous les 2 ans, l'instruction tous les ans, qui doit être suivie et documentée. On a un problème aussi de base nationale, et ça rejoint ce que disait Madame Genevard, sur les raisons de la déscolarisation. On n'a pas de base nationale, et donc on ne peut pas savoir. On a des craintes. J'ai beaucoup aimé l'expression de Madame Thiel sur les croyances versus les connaissances. Aujourd'hui, on entend parler de situations. En général, c'est les plus dramatiques, mais il faut qu'on puisse chiffrer tout cela. Pour répondre à Marie-Pierre Rixin, dans le contrôle de l'instruction, dans le socle de compétences, ces questions-là existent, elles sont déjà traitées, donc le contrôle peut avoir lieu. Et effectivement, il est très important, et on a tous à l'esprit, que ces enfants qui sont instruits à domicile apprennent aussi l'altérité et son respect, et les valeurs de la République. Pour Madame Racon-Bouzon, Georges Paul-Langevin a répondu. On est à la limite de la déscolarisation et d'un problème d'assiduité. Et on a effectivement entendu parler des bus écoles, qui sont un peu des intermédiaires pour amener le cheminement jusqu'à l'école. Il y a effectivement des associations qui travaillent sur ce sujet très intéressantes.
Un petit mot, parce que vous avez posé la question dans les autres pays. Et effectivement, on a pu consulter une enquête qui montre qu'il y a dans les autres pays des situations extrêmement différentes. Il y a des pays où l'instruction à domicile est parfaitement admise, tolérée, voire même encouragée, et pas contrôlée. Et vous avez des pays où c'est quasiment interdit. Donc on a un spectre et une étude très précise de la DREIC sur tout ça. Merci. Monsieur Belhaddad. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'accueillir dans votre commission, puisque je fais partie de la commission des affaires sociales, mais on a des sujets qui sont pendants, puisqu'on avait examiné la semaine passée une PPL sur les jeunes majeurs vulnérables. Je voudrais remercier mesdames les rapporteurs pour la qualité de leur travail. C'est vrai que simplement deux choses. La première, concernant la partie statistique, je ne reviendrai pas trop longuement là-dessus, mais ça me paraît extrêmement fondamental. Et si on veut mener derrière des actions concrètes, il faut au préalable absolument s'assurer de mesures à la fois quantitatives mais aussi qualitatives. Et je pourrais rebondir par exemple sur de nombreux sujets, mais comme celui sur l'enfant déscolarisé étant accompagné par que je considère aujourd'hui étant des sectes, et notamment les salafistes, plutôt radicaux et pas mélangés, notamment parce que le mélange a été fait tout à l'heure sur salafisme, c'est du terrorisme, c'est pas tout à fait le cas, mais la dérive peut exister. Elle peut se faire aussi à travers l'enseignement de la langue, l'enseignement de l'arabe. Il vaudrait mieux qu'il se fasse plutôt en option dans l'école républicaine que plutôt être enseigné par des radicaux à des fins non louables. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, et mon interrogation est plus à ce niveau-là, concernant la phobie scolaire que je découvre comme d'autres collègues que je connaissais un petit peu, mais que je découvre plus amplement. On crée beaucoup de structures à côté de l'école républicaine, à côté de l'éducation nationale. Ça ne me paraît pas être toujours de bonne gestion que de le faire. On va commencer à mettre en place des usines à gaz. Alors, il y a des cas qui se justifient pour des raisons de santé, enfin, ça a été évoqué tout à l'heure, qui peuvent justement permettre d'accompagner de manière plus adaptée ces jeunes, mais dans d'autres cas, ça ne me semble pas forcément approprié. Et ce que je rêverais, c'est d'une école où on permettrait des méthodes pédagogiques beaucoup plus ludiques, où on aurait un enseignement sur une demi-journée avec des fondamentaux et sur le restant de la journée, beaucoup plus de sorties, beaucoup plus de... Merci, Monsieur Belhaddad. Ouais, je termine rapidement parce que... Ouais. Juste, vous avez parlé d'actions innovantes sur ce sujet. Je voudrais que vous puissiez rentrer dans le détail sur ces actions innovantes de ce type-là. Merci. Merci, Madame Casarian. Merci, Monsieur le Président, et merci, chers collègues, pour votre excellente présentation. Nous savons bien que la majorité des parents qui instruisent leurs enfants à domicile le font, dans la majorité des cas, donc de bonne foi, pour des raisons très diverses, comme cela a été évoqué, et s'efforcent de faire ce travail le mieux possible. Toutefois, ce type d'enseignement, comme vous l'avez dit, est fortement encadré, que ce soit par les services sociaux, la mairie ou ceux de l'éducation nationale. Comme plusieurs de mes collègues, j'avais souhaité, lors de l'examen de la loi dite Gatel, de renforcer les contrôles, notamment de la part des services sociaux. L'administration doit en effet prévenir les familles au moins un mois à l'avance lorsqu'un contrôle est effectué. De plus, celles-ci peuvent indiquer qu'elles ne pourront pas être présentes sous certaines conditions et repoussent donc la survenue du contrôle prévu à la maison. Donc, comment peut-on adapter aujourd'hui au mieux ces contrôles en fonction des facteurs qui ont poussé à la déscolarisation de l'enfant pour faire en sorte que ces contrôles soient pertinents et peut-être plus réguliers? Je pense qu'on ne peut pas contrôler de la même façon un enfant en situation de handicap, un enfant qui a la phobie scolaire ou un enfant qui est en voie de radicalisation. Je vous remercie. Merci Madame Casarian. Madame Charrière. Merci Monsieur le Président.
Tout d'abord, permettez-moi aussi de vous féliciter toutes les deux pour la qualité de votre travail et la pertinence de vos observations. Une analyse de fond sur la question de la déscolarisation, et en particulier la scolarisation à domicile, était apparue comme nécessaire durant nos débats concernant les écoles hors contrat il y a quelques mois. Je remercie Monsieur le Président pour sa réactivité qui a permis la création de cette mission flash. Je souhaite aussi, comme Daniel, vous interroger sur l'inspection de la scolarisation à domicile. Tout d'abord, à l'heure actuelle, disposons-nous de suffisamment de moyens pour assurer un contrôle régulier, parfois inopiné et à domicile des élèves? Je ne reviendrai pas sur les contrôles réguliers du niveau d'acquisition par rapport au socle commun, comme l'a évoqué Béatrice Piron. Par contre, dans le cas d'une inspection peu concluante, que préconisez-vous pour accompagner les enfants, mais aussi et surtout les parents, afin de leur donner les outils pour garantir une plus grande réussite et un épanouissement de leur enfant? Et lorsque malheureusement ce suivi, cet accompagnement ne permettent pas d'assurer aux jeunes un minimum de soins, d'attention et d'acquisition du savoir, que peut-on envisager dans les cas extrêmes? Avez-vous eu connaissance, par exemple, de signalements pour offense en danger ou de placement? Vous avez aussi soulevé de nombreux sujets. Comment voyez-vous la suite donnée à ce travail avec les ministères, propositions de loi? Et je voudrais finir par rejoindre les propos de Yannick Kerlogo sur le recensement. Plutôt qu'une déclaration simple, ne faudrait-il pas créer un formulaire qui ferait apparaître entre autres les motifs et qui nécessiterait aussi une autorisation? Vous avez et aussi préciserait si la famille a besoin d'un soutien dans le cas où cette déscolarisation serait due par exemple à une phobie scolaire. Je vous remercie. Merci Madame Charrière. Monsieur Galbadon. Merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur un cas, je ne crois pas vous en avoir entendu parler dessus, c'est sur les classes Ulysse. En fait, je suis régulièrement interpellé par des parents qui m'expliquent que leurs enfants du primaire vers le collège n'ont pas de place. Donc ils vont se retrouver sur liste d'attente. Donc ça va entraîner un redoublement. Donc une fois de plus, ces enfants-là se retrouveront en marge. Et en fait, c'est le même problème du collège vers le lycée, c'est ce qui explique l'encombrement des collèges. Donc mesdames les rapporteurs, avez-vous eu l'occasion d'étudier cette question au cours de vos auditions? Ces redoublements que je qualifierais de logistique ne risquent-ils pas d'entraîner ces jeunes vers la pente dangereuse de la déscolarisation, notamment en raison du décalage d'âge lorsque les redoublements se multiplient? Et avez-vous des pistes de réflexion à nous présenter pour permettre à ces élèves de poursuivre les apprentissages adaptés à leur potentiel et éviter ces situations de blocage? Je vous remercie. Merci Monsieur Galbadon, Madame Colbock. Alors merci pour votre implication sur ce sujet, car la déscolarisation, qu'elle soit choisie, réussie ou non, est vraiment très intéressant pour cette commission. Elle nous permet d'aborder plusieurs thèmes qui nous sont chers, le lien qui unit les enfants entre eux ainsi qu'au reste de la société, les différences pédagogiques qui mènent à l'acquisition du savoir et son évolution vers la maîtrise de la compétence, le rôle des institutions et des législateurs pour valoriser la réussite scolaire et enfin l'implication des parents dans l'apprentissage de l'enfant. C'est sur ce dernier point que je voudrais aborder à travers les enfants des gens du voyage, plus particulièrement les familles nomades. Comment sensibiliser les parents sur l'importance de l'école, même de l'apprentissage? Quel travail d'amorce pour aller rencontrer ces enfants sur leur lieu de vie? Dans mon département de l'Indre-et-Loire, 6 enseignants jouent ce rôle auprès des familles, mais il est difficile de les convaincre dans la durée. Avez-vous des propositions innovantes pour atteindre l'objectif de la scolarisation de ces enfants, de les accueillir avec intelligence dans les classes? Que pensez-vous de réfléchir à une base de données et d'informations sur le sujet pour avoir un portrait du phénomène en France? Car nous souhaitons tous, bien sûr, nous assurer de la bonne intégration sociale de tous les enfants de la République. Merci. Merci. Madame Murch. Ah, Monsieur Attal, donc pour terminer les questions d'aujourd'hui. Oui, merci Monsieur le Président. Une question très rapide. Moi, je voulais vous interroger sur les enfants rescolarisés après une période plus ou moins longue de déscolarisation. Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils sont rescolarisés au niveau qui correspond aux connaissances qui peuvent être les leurs après une déscolarisation plus ou moins longue? Est-ce que vous préconisez un suivi, un accompagnement particulier, une évaluation particulière en la matière? Je vous remercie. Mesdames les rapporteurs. Alors,
parce qu'on a déjà répondu en partie. Donc, sur les questions de notre collègue Belkir Belhaddad, sur l'enseignement de la langue arabe, j'entends effectivement votre proposition qui rejoint une préconisation qu'on fait, mais peut-être à titre expérimental, de proposer des cours de certaines matières dans l'institution pour les enfants instruits à domicile. Et j'entends effectivement que cet enseignement particulier de la langue arabe, de le faire dans l'institution, serait intéressant. Sur les structures alternatives, donc il en existe en école privée sous contrat, en école privée hors contrat. Là, je donne une opinion personnelle. Je pense que sur les écoles privées hors contrat qui développent des pédagogies alternatives donnant des résultats, je pense que l'éducation nationale pourrait conduire un travail qui conduirait à terme à les mettre sous contrat et avoir des partenariats plus forts avec celles-ci. Et puis, dans nos écoles publiques, il y a aussi des pédagogies alternatives qui se développent, des enseignants qui travaillent sur le sujet. Le ministre est bien sûr très intéressé aussi par tout ce qui est la fonction d'apprentissage de l'enfant et comment mieux s'adapter à la façon dont il apprend. Et en fait, ce que je relève d'une manière générale dans cette mission, c'est qu'elle a interrogé un peu tous les fondamentaux de l'école, sa pédagogie, sa relation aux parents, l'intégration de l'enfant, la personnalisation de l'éducation envers chaque enfant. Et effectivement, la question des apprentissages alternatifs doit être regardée de près au sein aussi de nos institutions pour offrir cette possibilité à nos enfants et à des familles qui les recherchent. Il en existe, on a eu des témoignages à ce sujet, au sujet des ESPI, notamment un lycée ou un collège à Paris un lycée qui est connu à Bordeaux. Enfin, on a un certain nombre d'établissements très reconnus et donc nous on préconise de les soutenir dans leur travail. Sur la question de Daniel Casarian, les contrôles inopinés sont possibles, mais ce n'est pas la règle du tout. Aujourd'hui, les contrôles sont effectivement planifiés à l'avance, sur rendez-vous, avec possibilité de report. Nous, ce que nous préconisons, c'est un cadre national et harmonisé pour que chaque contrôleur, que ce soit de la mairie ou de l'éducation nationale, ait la même méthodologie et avec un report possible pour différentes raisons, mais pas pour contourner, bien sûr, on est bien d'accord, le contrôle. Je note votre idée, effectivement, d'avoir des contrôles différents selon les situations d'enfants. Effectivement, c'est un sujet intéressant. Aujourd'hui, on n'en a pas véritablement entendu parler. Aujourd'hui, chaque contrôleur, dans son académie, a sa méthode, dans sa mairie, a sa méthode. Nous, ce qu'on préconise, c'est une harmonisation des méthodes de contrôle, les adapter à chaque enfant, pas réaller dans ce qu'on porte, de nous adapter aux situations individuelles des enfants. Je continue et puis tu doubleras. Sur la question de Sylvie Charrière, c'est sûr qu'on on a entendu des réflexions sur le manque de moyens, sur cette charge de contrôle qui augmentera lorsque on traitera aussi des plus petits, des 3-6 ans. Les contrôles de l'instruction sont à la charge des IEN, qui ont par ailleurs le contrôle des écoles hors contrat, que nous avons un peu durci avec la proposition de loi Gatel. Et donc, et aussi, bien sûr, le suivi des enseignants, vous le savez bien. Et donc, c'est vrai que la charge de travail des IEN est importante, mais je pense que le sujet est au cœur de l'éducation nationale et que j'ai confiance dans le fait qu'il faudra trouver et qu'on trouvera les moyens nécessaires à ces contrôles. Sur les suites données à ce travail, c'est à discuter, bien sûr. Il y a de nombreuses pistes qui nous ont intéressés. On en parlait tout à l'heure, l'histoire des grands décrocheurs, enfin des 15-16 ans qui touchent au décrochage, mais pas que, mais aussi à l'accompagnement et au suivi. C'est un sujet qui nous a intéressés. Moi, je suis intéressée par le suivi à domicile des enfants qui sont en attente d'une place pour une raison de handicap. À quel point ce suivi est réalisé. Ce n'est pas tout à fait le contrôle de l'instruction, c'est plus le suivi de la situation de l'enfant. On a aussi bien sûr les pédagogies alternatives, on en a parlé, ça intéresse un certain nombre de personnes. Et puis la personnalisation en fait, de l'éducation de chaque enfant. Je crois que c'est un sujet qui touche l'éducation nationale dans son ensemble, la question de la formation des enseignants. On a presque touché tous les sujets en fait, qui nous interrogent sur l'éducation.
Et dans le cadre de la scolarisation à 3 ans, je pense qu'il y aura peut-être des suites. Néanmoins, on a touché quand même beaucoup de sujets qui sont de l'ordre du réglementaire, de la circulaire, pas forcément du législatif. En tout cas, dans nos préconisations, hein, vous le verrez, vous le voyez, il y a quand même beaucoup plus de choses du domaine du cadre réglementaire. Sur le manque de classes en Ulysse, oui, on l'a entendu, oui, on connaît des situations de redoublement, moi que je qualifierais de forcé, hein, en attente d'une place. On a quand même eu, et on l'a mis dans notre communication, de témoignages que la situation s'améliore et que donc pour les situations des enfants en situation de handicap, pour un certain nombre d'entre eux, ils font maintenant l'objet d'une inclusion en milieu ordinaire, ce que du coup libère des places en CLIS et en Ulysse pour ceux qui en ont le plus besoin et qui, du coup, eux-mêmes libèrent des places en instituts spécialisés, IME, ITEP. Et donc, on a un peu comme ça un phénomène vertueux. Mais je vous rejoins, il faut continuer le travail. Et surtout, moi, ce que je trouve important, c'est qu'il ne faut pas, en voulant l'inclusion à tout prix des enfants, oublier qu'il faut garder des places en Ulysse et en CLIS et qu'il faut garder nos IME, nos ITEP parce qu'en fait, il nous faut des solutions pour chaque enfant. Et bien sûr, il nous revient de veiller à ce sujet en tant que député sur les moyens attribués à ces institutions. Sur les familles nomades, les situations qu'on a appelées de scolarisation intermittente dont nous a parlé Madame Colbock, c'est un sujet que nous avons abordé. Nous n'avons pas de chiffres, enfin, véritablement, hein, comme pour toute autre situation, nous manquons de chiffres et de statistiques pour mieux les suivre. Et moi, je pense que c'est important d'avoir les bons chiffres pour mieux suivre ces enfants. Nous pensons que là, il faut construire le lien avec l'école. Et on a eu des témoignages de bus écoles ou d'associations qui vont... Enfin, c'est l'aller vers les familles pour les amener petit à petit à l'école. On n'est pas sur le sujet de l'instruction à domicile, c'est pas ça le sujet, c'est amener petit à petit les enfants à l'école. Et il y a des pratiques vertueuses qu'il faudrait bien sûr généraliser. Et pour finir sur le sujet des rescolarisations, on a eu des témoignages, des rescolarisations souvent souhaitées soit par l'enfant, soit par la famille au moment de l'entrée au collège. Pour des questions bien sûr de matière enseignée, c'est plus difficile pour les familles, mais aussi parfois de désir de l'enfant d'aller vers le collectif, à un âge où c'est pas tout à fait facile. L'âge collège est parfois un peu difficile entre pairs. Et donc, nos préconisations passent par un meilleur accompagnement, un accompagnement plus, pareil, qui passerait par un protocole. Aujourd'hui, les syndicats enseignants nous ont dit que bien sûr, ils accompagnaient ces enfants, mais c'est quand même aujourd'hui laissé à l'appréciation de chacun. Il y a un test de connaissance au moment où l'enfant retourne à l'école. Donc, ce test, en fonction de ce qu'il donne, comment on l'accompagne. Et puis, on pense qu'il faudrait peut-être un SAS, comme ça existe. J'ai été aussi adjointe à la petite enfance. Pour les enfants qui rentrent à la crèche, on fait une période d'acclimatation. Permettre aussi à ces enfants qui n'ont connu que l'instruction à domicile d'avoir une période d'acclimatation. On a eu, hélas, des témoignages d'échecs à cette rescolarisation qui sont particulièrement, vous en doutez, douloureuses pour les enfants et pour leurs familles. Très peu de choses de surcroît. Alors, M. Belhaddad donnait quelques pistes pour modifier l'école. Notamment, il souhaite une école plus ludique, avec des fondamentaux le matin et ensuite des choses plus ludiques. Mais c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire dans la réforme des rythmes éducatifs. Mais j'ai cru comprendre que ça n'avait pas suscité l'enthousiasme des communes. Donc, je crains que cette piste ne prospère pas pour l'instant. En ce qui concerne ce qui a été dit pour les suites qui sont données au travail, je pense que ça, c'est plutôt une question qu'il faut poser à notre président, puisque nous avons soulevé un certain nombre de questions. Il me semble que beaucoup de réponses doivent venir de l'Éducation nationale. Donc, soit il s'empare de ce travail. On commence à l'intérieur aussi. Et le ministère de l'Intérieur, oui, mais pour le numéro unique, là, déjà pour commencer à vérifier, à améliorer le contrôle, tout cela, je pense que soit l'Éducation nationale s'en empare et avance, soit éventuellement, il faudra que dans quelques mois, on ressaisisse pour voir un peu ce qui doit être fait et essayer de les y inciter. Voilà, pour le reste, sur Madame Colbock, elle nous avait parlé à niveau des enfants du voyage ou Rome. Je voulais rappeler que Madame Anne-Christine Lang a fait sur le dernier budget un rapport sur cette question qui était assez intéressant.
Pour conclure, effectivement, comme Georges Paul-Langevin vient de le dire, un travail avec l'éducation nationale est à prévoir. J'insisterai aussi sur le travail avec les maires, parce qu'on a commencé par ça, et je voudrais finir avec ça, parce que insister sur le fait que c'est véritablement un travail partenarial et que la question de la scolarisation des enfants relève pour nous de la vigilance de tous. C'est pour ça qu'on propose bien sûr la mise en place d'une commission. Et ce travail partenarial-là, pour nous, est primordial et permettra à ce qu'on se penche véritablement sur ce sujet, qu'on a dit plusieurs fois au cours de l'audition, au cours de la commission, marginale, mais qui néanmoins nous intéresse tous. J'en profite pour remercier le président et pour bien sûr cette mission flash qu'on a conduite dans un temps record, presque 1 mois et demi, et remercier notre administrateur grâce à qui on a réussi à tenir ce timing exigeant. On aurait bien débordé, mais on a tenu les timings. Merci et merci à ma co-rapporteure. Bien, merci chers collègues. Effectivement, le caractère interministériel s'impose à nous lors de ce travail. Il serait peut-être intéressant d'ailleurs de faire transmettre le rapport au défenseur des enfants, parce que ça pourrait être au-delà des ministres concernés. On pense notamment à l'éducation nationale et intérieure, mais ça va bien au-delà. On a bien compris d'ailleurs, la commission des affaires sociales était représentée aujourd'hui. Ça prouve bien qu'on déborde du cadre habituel. Je voulais très sincèrement vous remercier aussi d'avoir tenu le caractère flash de cette mission, qui a ses avantages et ses inconvénients. Et puis on remercie effectivement votre administrateur qui vous a accompagné. Et nous avons encore dans 15 jours la remise d'une autre communication sur une autre mission flash. Et entre-temps, nous nous retrouvons la semaine prochaine, chers collègues. Alors, au-delà du fait que certains d'entre nous se retrouveront ici à 17h30 pour la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable à l'école, nous retrouvons mardi 24 juillet à 17h pour l'audition du général Daniel Menawine ainsi que quelques membres de son groupe de travail sur le projet de service national universel. Nous avons terminé notre audition, Madame Mersch. Voilà, vous aurez l'occasion d'en échanger avec Madame Bruniera, Madame Paul-Langevin. Merci beaucoup.